Bienvenue dans Avec Vanda. Dans cet épisode, je reçois Anthony Nguyen, pâtissier passionné, reconverti du Covid et autodidacte acharné. Il a troqué les vitrines des grandes enseignes pour celles de ses propres créations feuilletées. On a parlé d'enfance mouvementée, de résilience, de management, de quête de sens, de transmission et de comment on ose tout recommencer à 36 ans, guidé par l'intuition, l'envie de faire bien et l'amour du bon. Un parcours aussi sincère qu'inspirant, rempli de doutes, de courage, d'humour et de viennoiserie. Bonne écoute. Salut Anto. Salut Vanda. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Avec plaisir. On se connaît depuis quelques mois maintenant officiellement, même si moi je te suivais depuis un moment. Tu fais partie des reconvertis du Covid et tu vis à présent de ta passion. Ouais. Et tu es même, au-delà de ça, tu as été très vite reconnu par tes pairs comme par le grand public parce que tu es l'un des plus talentueux dans ce que tu fais. Donc on le dira, on peut le dire dès maintenant, hein, tu t'es reconverti à la base dans la pâtisserie, mais finalement tu t'es spécialisé pour être tourrier. Ouais. Donc on expliquera, mais tu fais toute la viennoiserie, les pâtes feuilletées. Donc je voulais absolument qu'on parle ensemble parce que déjà j'ai eu un vrai coup de cœur amical parce que t'es quelqu'un de foncièrement gentil et ça fait du bien. Ouais. En plus, tu travailles beaucoup et tu t'es ouvert à la critique, à t'améliorer tout le temps et tout. Je trouve ça assez admirable. Donc je pense que il faut que les gens sachent qui tu es. Et qu'on comprenne comment t'en es arrivé là, parce que ça n'arrive pas en un claquement de doigts, quoi. Est-ce que ça te va ? Ouais. Du coup, j'aime bien commencer par le tout début. Ouais. Essayer de comprendre d'où tu viens, qui tu es. Donc, on commence par les 0 à 10 ans, dans quel environnement t'as évolué, qui était le petit Anto, tout ça. Ok. Donc, on va commencer par... je suis né à Paris, de 2 parents vietnamiens qui sont issus du Boat People. Donc, mon père et ma mère se sont rencontrés donc, à Paris dans un foyer où ils apprenaient le français, justement, à leur arrivée en France. Et ils se sont mariés très, très vite, je crois en 83. Ils avaient quel âge ? Alors, ma mère avait 20 ans. Ok. Et mon père, il devait avoir 4 ans de plus, si je calcule par rapport à leur date de naissance. Et moi, je suis né en 84. Ah ouais, ils sont allés très vite. Ouais, je pense qu'à l'époque... Ouais, voilà, on se marie et puis on fait un enfant. Ouais. Quoi. Je suis fils unique et mes parents sont divorcés très très tôt. Moi, je devais avoir quelque chose comme 6 ou 7 ans. Okay. À l'origine du divorce, c'est le comportement de mon père. Je comprendrai bien plus tard que je pense que c'était quelque chose qui était très compliqué à gérer, je pense, au quotidien pour ma mère. Donc, j'ai grandi principalement avec ma mère. C'est ma mère qui est le point de repère de tout. Ok. Et elle avait ta garde, du coup ? Oui, alors ça, c'est un sujet qui me porte à cœur parce que c'est important de comprendre que aujourd'hui déjà en 2025 quand une femme porte plainte pour agression on a du mal à l'écouter et quand on l'écoute c'est pas forcément pris au sérieux. Alors imagine déjà il y a 40 ans quoi. Donc ma mère pour la petite histoire en fait mon père l'a menacée avec un couteau. Et moi, j'étais sous la table du salon. On était en pyjama. Ma mère m'a pris dessous la table. Et on a fui l'appartement. Et c'est comme ça que ma mère, en fait, est partie du foyer avec moi. Donc, on a fait pendant 2 ans plein d'endroits, des sous-locs de chambres. Puis, on a fini par aller chez ma tante, chez les parents de ma tante, les beaux-parents de ma tante. Et j'ai changé pas mal d'écoles, en fait, quand j'étais petit. Et c'est là où, en fait, c'est incroyable, c'est que je m'en suis en fait aperçu beaucoup plus tard, c'est que ma mère a dû subir une enquête pour savoir si elle était apte à avoir la garde exclusive. Alors que c'était mon père qui était ultra menaçant, sauf qu'il demandait aussi la garde. Et à l'époque, du coup, la juge avait demandé d'instruire en fait une enquête pour pouvoir si ma mère s'occupait bien de moi. Quand même la tête, on marchait vraiment sur la tête. C'est clair. Est-ce que lui, il avait dit, ton père avait dit que c'était du kidnapping ou Je sais pas. Ça, c'est des détails. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'on a dû... ma mère a dû démontrer qu'elle était capable de m'élever seule, quoi. Donc, dans cette histoire-là, ma mère a rencontré quand même quelqu'un qui m'a éduqué, du coup. C'était mon beau-père. C'était mon beau-père qui m'a éduqué de mes 7 à mes 17 ans. Ok. Donc, j'ai fait
toute mon éducation avec lui. C'est lui qui m'a appris le sport, enfin, ce qu'était le sport. Il m'a appris, c'est bête, mais c'est lui qui m'a appris ce que c'était les vacances. Ah ouais? Ouais, parce que moi, comme mes 6-7 ans, je me rappelle pas forcément d'avoir fait des vacances avec mes parents. Et par contre, avec mon beau-père, on a fait du tennis. On est parti en vacances à La Rochelle pour la première fois. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi. Et quand tu étais à l'école, tu étais un petit garçon du CP au CE2, j'ai changé peut-être au moins 5 ou 6 fois d'école. Donc, je me rappelle de toutes les écoles que j'ai faites, curieusement. Je me rappelle des maîtresses aussi qui m'ont... j'ai une mémoire un peu sélective, mais pour ce genre de choses. Et après, de CE2 à CM2, j'étais... Donc, quand ma mère a rencontré mon beau-père, ils ont voulu stabiliser un peu les choses, donc ils m'ont mis en fait dans une école catholique, en internat. Ouais. Et du coup, toute la semaine, j'étais à l'école, jour et nuit, et je rentrais à la maison le vendredi soir, je repartais. Ça t'a plu ? Je crois que je me posais pas la question de savoir si ça me plaisait ou pas. Mais par contre, ce qui m'a marqué, c'est que même si c'était une école catholique, il y avait de toutes les confessions. Ce qui est assez curieux parce qu'on avait, dans ma classe, il y avait des musulmans, il y avait beaucoup de bouddhistes aussi. Et du coup, est-ce qu'ils devaient assister au catéchisme et tout ça ? Non, du tout. Moi, je me rappelle, j'avais pas forcément ni l'envie, et puis même, je pense que j'étais pas intéressé, et ils me l'ont jamais imposé. Ouais, trop bien. Ouais, non, franchement, j'en garde un bon souvenir. Je me rappelle que mes parents étaient venus même à la fête de l'école. C'était plutôt cool. Et finalement, à la sortie de l'école primaire, je suis retourné au collège public, là où on habitait, quoi. Et j'étais un élève plutôt moyen, mais j'avais 13-14 de moyenne. Je me rappelle de toutes les notes que j'avais, c'est assez curieux. Hein, mais, ouais, c'est clair. J'ai eu la chance dans cette école-là d'avoir appris l'anglais très tôt. Donc dès le CE2, en fait, on avait des cours d'anglais. Et ce qui a marqué ma scolarité, c'est que du coup, dans toutes les classes, j'étais assez fort en anglais. Donc j'ai fait les classes européennes et tout. Mais un peu comme tous les élèves, j'avais des facilités, puis je forçais pas forcément mon talent, quoi. Mais ça allait jusqu'au terminal où j'ai mon bac de justesse. Alors je suis allé la main dans les poches parce que je crois que j'ai eu 14, je crois, le bac blanc. Ouais. Donc, oui, et quand t'as des facilités, donc bon. Mais j'ai eu à 10 tout pile, quoi. Ils m'ont mis des points, je pense. Mais j'avais fait toutes les options, je crois. J'avais fait option théâtre, option sport. J'avais fait anglais européen, enfin bref, j'avais toutes les... Et j'ai pas réussi à avoir plus que la moyenne. Ouais, t'en voulais, hein, c'est dingue. Hein. En fait, je pense que là, en le disant, c'est un peu ce que je fais encore aujourd'hui, c'est que je faisais plein de choses déjà. Ouais. Je sais pas, peut-être que j'aimais bien aussi occuper mon esprit, certainement. Et du coup, j'imagine aussi que tu étais un petit enfant qui s'adaptait vachement bien. Ouais, c'est ça en fait. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est ce que je fais faire à mes enfants. C'est pour ça que là je suis venu avec Hugo. Ils ont l'habitude en fait d'être toujours avec moi dans tout ce que je fais. Comme ça, au moins, ça leur apprend à être adaptable et facile à vivre aussi. Du coup, j'ai toujours été facile à vivre. En tout cas, ma mère me dit de ne pas bouger, je ne bougeais pas. C'est un atout du coup, parce que je m'adapte assez facilement dans n'importe quel environnement, que ce soit avec les gens, ou l'endroit, ou l'environnement. Donc ça, c'est plutôt, je pense, une qualité qui s'est développée en fait très jeune. Ouais, c'est clair. Parce que ma mère m'a trimballé vraiment partout, parce que aujourd'hui, c'est encore un sujet, hein, mais une mère célibataire avec un enfant pour trouver un appartement, c'est une tannée. Et du coup, ma mère, ça faisait pas exception, quoi. Donc, on a eu beaucoup de mal à trouver des logements. Elle s'est inscrite très très tôt je sais même pas comment on appelle ça, mais à la mairie pour avoir les logements. Ouais. Et on l'a eu assez vite. Enfin, ma mère l'a eu assez vite parce que moi, à mes 18 ans, du coup, je cherchais. Je pouvais trouver un appart tout seul parce que j'ai travaillé en plus à l'époque. Donc. Tu travaillais en parallèle déjà de ton bac à 18 non, pas. Alors, mon bac. Avant mon bac, j'avais postulé à Quick et je me suis fait faire caler. Ouais. Pourquoi ? J'avais reçu. Parce que j'avais reçu un courrier. En plus, c'était ultra officiel. Hein. La seule justification, c'était votre profil ne correspond pas. Et je me dis mince quand même. Travailler au Quick, c'est quand même chaud, quoi. C'est clair, ça remet beaucoup de choses en question. Mais ça, c'est pas grave. Après, à la limite, ça m'a pas stoppé, quoi. Et ta mère, d'ailleurs, faisait quoi ? Alors, ma mère, dans sa première quand elle est arrivée en France, elle était couturière. Ok. Et ensuite, elle était opératrice de saisie. Donc, à l'époque, ça existait encore. C'est-à-dire qu'elle recueillait des données, puis elle les retapait, en fait, pour
pour un client. Ok. Je me rappelle, l'entreprise s'appelait PGSI. C'était dans le 16e rue de la Pompe, pour te dire. Ah ouais, non mais c'est dingue, t'as vraiment une bonne mémoire. C'était le métro Ranelagh. Ouais, parce que du coup, pareil, elle m'a emmené parfois au travail. Ouais. Et malheureusement, en fait, elle a dû arrêter à travailler assez vite parce que elle est tombée malade assez gravement. Pour une opération bénigne, en fait, ils ont découvert qu'elle avait le cancer à 48 ans, je crois. Ouais, donc au final, elle a arrêté de bosser pendant jusqu'à ce qu'elle parte. Et t'avais quel âge, toi, à ce moment-là ? Quand elle a su, j'avais 27 ans, je crois. Ah oui, ok, donc là, on est beaucoup plus tard. Ouais. Okay. Mais par contre, si on revient un petit peu en arrière, juste avant mon bac, donc la personne, mon premier beau-père, en fait, qui m'a donc éduqué et avec qui ma mère a fait sa vie, et lui est mort d'un cancer. Donc l'année de mon bac, toute l'année de mon bac, ma mère a fait des allers-retours entre le travail, la maison, l'hôpital, la maison, le travail. Donc, elle m'a demandé de rester souvent à la maison, quoi. Donc, c'est vrai qu'à 17 ans, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des copains qui sortent et tout. C'est vrai que ça aurait été plus simple si elle avait le permis de conduire. Donc, elle m'a toujours dit... Passe ton permis. Passe ton permis, même quand t'en as pas besoin. Donc, elle me l'a payé à 17 ans, justement, pour qu'à 18, je l'ai. Et comme ça, on était tranquille, quoi. Ok. Et donc, mon beau-père est parti un 18 juillet. 4 jours après que 7 jours après, quand j'ai eu les résultats du bac. Et en fait, j'avais un copain, sa mère travaillait à l'académie. Et en fait, elle avait accès aux résultats un jour ou deux avant, qui m'avait dit, OK, tu l'as. Elle n'a pas regardé ta note, mais tu sais que tu l'as, tu peux l'annoncer à ton beau-père. Et donc, du coup, je l'ai dit à mon beau-père. Il était content. Et c'était quelqu'un d'assez sévère. Hein. C'était quelqu'un qui avait ses principes. Je me rappelle, il fallait que rien ne traîne. C'était un peu pénible. Comme beaucoup, quoi. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'avais appris à conduire, j'avais mes premières leçons de conduite. Et j'avais fait une bêtise, en fait. Je voulais juste redémarrer la voiture, qui était là depuis 1 an, et juste pour pour la faire tourner, quoi. Ouais. Et en fait, je savais pas, mais il avait laissé la première. Du coup, quand j'ai démarré, j'ai tapé le mur direct. Et je lui avais pas dit. Et en fait, je lui ai dit quand je lui avais annoncé que j'avais le bac. Et je m'attendais à ce qu'il m'engueule, quoi. Ouais. Et en fait, c'était la première fois que je le voyais vraiment me dire avec sagesse, t'inquiète pas, c'est pas grave. Et je pense que quand on est face à la maladie, il n'y a plus rien. On relativise, quoi. Ouais. C'était quelqu'un qui était, le bon vivant, c'est pas le bon mot, parce que bon vivant, il y a une connotation un petit peu genre je mange tout et n'importe quoi. Enfin, je mange bien, je bois bien et tout. C'est quelqu'un qui faisait du sport beaucoup, qui profitait de la vie, qui était toujours au soleil et tout. Mais du coup, la maladie, ça lui a un peu coupé les jambes. Mais c'est lui qui a eu le plus d'impact dans ma vie, je pense. J'ai l'impression. Parce que par ses principes, par ses valeurs aussi. Et c'est vrai que j'ai gardé beaucoup de ça. Et ma mère, elle a eu plus le rôle de mère, quoi, qui était là pour me protéger et tout. Elle n'a jamais été vraiment... elle a toujours été compréhensive. C'est-à-dire que ma première année après le bac, j'avais arrêté au bout de 3 mois. J'avais fait un DUT informatique. Tu savais ce que tu voulais faire après le bac ? Non, du tout. Du tout. En fait, c'est ça. En fait, là, j'ai un enfant, il a 14 ans, il sait pas ce qu'il veut faire. Ouais, c'est pas un reproche, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas assez bien aux enfants, en fait. C'est dur de savoir ce qu'on veut faire quand on est jeune. Non, mais c'est clair. Mais du coup, quand on leur demande de choisir entre un DUT, un BTS, la fac ou les classes de prépa, c'est assez compliqué. Donc j'avais fait comme tout le monde des salons d'étudiants, et puis je suis tombé sur une école, c'était l'UT de Montreuil. Et je tombais sur des étudiants qui faisaient donc la promo de la formation. Et je suis tombé sur un gars qui s'appelait Buis à l'époque, et qui m'avait parlé du DUT informatique. Il m'a dit c'est assez généraliste, un peu spécialisé forcément en informatique, mais ça peut être pas mal parce que du coup c'est assez ouvert, qui peut t'emmener vers un IUP et tout. Et je m'y étais inscrit. Et un DUT informatique, c'est plus pour les gars les personnes qui ont un bac scientifique et tout. Moi j'avais un bac ES. Okay. Et j'étais le seul de toute la promo. Je me rappelle, il y avait 3000 candidatures et 80 places. Wow. Autant dire que ma chance était vraiment toute petite, quoi. Mais je me rappelle de ma lettre de motivation, où j'essaie de convaincre, justement, et c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance, en fait, pas forcément au CV, mais aux lettres de motivation. Je me rappelle, j'avais fait une lettre avec une répétition, avec une récurrence dans le pourquoi. Je disais pourquoi moi, pourquoi cette formation, et je pense que ça avait plu.
Donc j'ai été sélectionné et j'ai fait 3 mois là-bas. Sauf que je comprenais strictement rien au cours. Mais vraiment rien. C'était compliqué, c'était super dur. En plus, j'avais des camarades qui comprenaient super vite. Et ça m'a découragé, quoi. Et du coup, au mois de décembre, je me rappelle, je vais voir la directrice de l'école, je lui dis j'aimerais bien arrêter. Et elle m'a engueulé et j'en ai pleuré. Ah ouais. Elle m'a dit, mais tu te rends compte, tu as volé la place de quelqu'un. Voler, non mais tout de suite les grands mots. Non mais c'était vraiment... Et du coup, j'en ai pleuré, quoi. Donc la première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir ma mère à son travail. Oh. Et je m'étais excusé, et je lui ai dit, écoute, je suis désolé maman, j'ai raté ma première année, et du coup, je préfère te le dire. Mais faut pas qu'elle soit déçue. Ouais, mais c'était vachement courageux d'oser dire qu'en fait, ça me convient pas. Ouais, et puis je pouvais pas continuer, en fait. Et là, en te le disant, je pense que j'ai toujours appliqué ça dans ma vie, en fait. Quand ça me plaît pas, j'avance. T'as pas de peur, justement, d'arrêter le truc parce que t'as commencé on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai toujours eu peur d'arrêter, mais j'ai toujours pris la décision jusqu'à présent la meilleure possible. Et ma mère m'avait dit, c'est pas grave, Anthony, tant que tu fais rien, tu peux recommencer autre chose si tu veux, quoi. Donc on est au mois de décembre d'une année scolaire, donc autant dire que c'est long. Et l'été précédent, en fait, j'avais travaillé chez Célio en job étudiant. Okay. Et moi, j'ai toujours... On en parlait tout à l'heure avec un copain, là, Christophe, lui, où il a du mal à trouver une vendeuse ou un vendeur. Et moi, je lui ai dit, moi, j'étais 4 ans vendeur pendant mes années d'études. C'est vrai que c'est pas un métier qui est ultra valorisé, mais j'ai toujours fait les choses à fond. C'est-à-dire qu'on me demandait de faire un truc, je le faisais bien, et puis si je trouvais quelque chose pour l'améliorer, je le faisais, quoi. Et j'avais fait 2 mois chez Célio à Rivoli. Et je me rappelle, le directeur m'avait dit, écoute, si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, que t'as envie de revenir, tu viens, quoi. Et du coup, je sais pas, il devait être 13h quand j'ai vu ma mère. À 14h, j'étais au Célio de Rivoli. Ah ouais, action-réaction. Ouais. Et je suis parti voir Bruno, donc c'est le mec qui m'avait recruté. Et pour la petite anecdote, quand il m'avait recruté, j'avais pas encore 18 ans. Parce que en fait, je suis né en août. Donc, du coup, j'avais ma majorité que, en fait, 1 mois après le début du contrat. D'accord. Et on avait fait l'entretien, le mec, il m'avait dit, ouais, super et tout, je te rappelle. Mais genre, je te rappelle, ouais, je te rappelle et ça va être OK, quoi. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de portable, rien, et j'avais le message sur répondeur. J'étais trop content. Je le rappelle, je fais, par contre, j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais je vais avoir que 18 ans que dans 1 mois. Mais on pouvait pas bosser à partir de 16 ans avec une décharge des parents, ouais. OK. Mais je sais plus si c'est 16 ou 17. Mais ça m'avait marqué cette chose-là, quoi. Et donc, du coup, je vais le voir, Bruno, et je lui dis, écoute, j'ai arrêté mes études pendant au moins 6 mois, est-ce que tu pourrais me prendre en vendeur? Il me dit, et je me rappelle de cette phrase, il me dit, je sais pas, carrément, si tu veux quoi? Je fais, comment ça, tu veux quoi? Je sais pas, tu veux un CDI, CDD, 35 heures, 20 heures. Donc, j'avais vraiment ce que je voulais, quoi. Ouais, grave. Donc, je lui dis, écoute, à 35 heures en CDI, si tu veux. Il dit, OK. Et donc, je recommence vendeur. Dans quel Célio, du coup? Là, c'était Célio alors, si je me trompe pas, Opéra. OK. Ouais, je crois que c'est Opéra, je crois. Opéra ou Rivoli, je sais plus dans quel sens c'était, mais... Et là, je rencontre mon témoin de mariage là-bas. Et oui, il faisait, lui, son stage en DUT Tech Deco à l'époque, je crois. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, ma carrière dans le retail. Ouais. C'est que ça me plaisait. C'était cool. J'étais payé en plus. Donc, je faisais quelque chose qui me plaisait et j'étais payé. Et de fil en aiguille, je fais bien mon travail. Et puis, Pardon. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais à... Bon, la rentrée de septembre va arriver. Oui, bien Il sûr. faut que je réfléchisse. Non, mais après, je me suis dit, tiens, comme j'étais pas mauvais en anglais, c'est pour ça que je te parlais de l'anglais tout à l'heure. Ouais. Je me dis, en fait, j'avais hésité à l'époque entre être prof d'anglais et faire de l'info. Et au final, je me dis, ça se trouve, ça va être l'anglais. Donc, pareil, je travaille chez Célio et tout. Bon, finalement, Célio, ça s'arrête, je crois, 3 ou 4 mois après, parce qu'on me dit, ouais, chez Zara, on est mieux payé. Je fais, OK, vas-y, chaud. Donc, j'ai travaillé chez Zara 3 mois après, au Forum des Halles. Donc, le Forum des Halles des années 2000, on me dire que c'est genre ghetto. C'est clair. Mais c'était trop bien. Franchement, j'ai passé de super années là-bas. Et du coup, je m'inscris à la fac de Paris 3. Pareil, encore un truc un peu complexe. C'est un mélange de LSE anglais, donc c'est la fac qu'on fait quand on veut devenir prof, mais avec des matières économiques et financières. Okay. En anglais. Ah ouais. Ouais, ça c'est trop cool. Pareil, c'est ultra pointu et j'arrive à me faire sélectionner, je sais pas par quel miracle. Et je sens que c'est cool.
mais je sens que c'est pas pour moi en fait, encore une fois. Mince. Donc je finis l'année par contre. Okay. Je finis l'année, je passe plus de temps à être en terrasse de bar qu'à l'école. Parce que j'ai une particularité, c'est que je m'endors très très vite. Dès que je m'assois et que je suis pas actif, je m'endors. Non, et c'est dingue ça. Ouais. Et je me rappelle, il y avait un cours qui commençait à 18h. C'était civilisation portugaise. Et du coup, parce c'est fait, très spécifique. Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait les unités de découverte en premier semestre. Et en fait, il fallait choisir un truc, quoi. Okay. Donc, j'avais pris il y avait soit russe, soit portugais, soit, je sais plus, c'était quoi, italien, je crois. Et comme j'avais déjà fait italien et que, bon, ça pouvait être cool de découvrir autre chose, j'avais pris portugais du Brésil. Donc, on avait des heures de portugais du Brésil. Et on avait, du coup, 2 heures ou 1 heure de civilisation portugaise. Okay. Donc, j'assiste à ce cours, je m'endors et je me réveille genre 3 heures après. Et donc, il devait être genre 20h ou 21h. Et tous mes potes m'ont laissé dans la classe en train de dormir, et la prof aussi. Mais non. Et ça arrivait trop de fois, quoi. Franchement, ça m'est arrivé même j'en ai parlé hier à mon fils. Dans le RR, je m'endors et j'arrive au dépôt, quoi, parce que... Putain, mais c'est trop dangereux. En plus, tu peux te faire dépouiller pendant que tu dors. Ouais, non, mais peut-être que c'est arrivé, hein, mais en tout cas... Mais voilà, donc la deuxième année de fac, pareil, c'était compliqué, quoi. Et en fait, je comprends vite que j'ai besoin d'argent aussi, parce qu'il y a ma mère à aider, faut que je paye mon loyer, parce que du coup, j'ai trouvé un appart et tout. Et j'étais plutôt bien payé chez Zara. Et donc, arrivé à la fin de la deuxième année, je me dis, bon, vas-y, je fais encore une troisième première année, pour être sûr et certain que c'est pas pour moi la fac. Et du coup, j'ai fait... mais au moins, t'essayes, quoi. Ah ouais, j'ai essayé. Hein. J'ai fait, donc, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas l'intitulé en tête, mais c'est une fac d'éco, quoi. Okay. Éco-gestion. Là, pour le coup, c'était à Sceaux. Okay. Parce que pareil, c'est assez... en fait, la moitié des cours étaient par correspondance. Ah ouais? Et peut-être que ça m'allait mieux. Et j'avais aussi donc, des cours en présentiel. Je crois peut-être une dizaine d'heures, je crois. Bon, là, j'ai fait 2 mois, je me dis, bon, je vais arrêter. Et donc là, j'en suis à ma 3e année où je suis chez Zara. Ok. Ça se passe super bien chez Zara et... Il y a un directeur, j'ai connu plein de directeurs. Les 3 étaient super dans des domaines différents. Mais le 3e, lui, il sent qu'il y a quelque chose qui peut se faire en fait avec moi. Donc il me responsabilise sur tout le magasin. C'est-à-dire que il me dit tiens, vas-y, occupe-toi des caisses. Donc j'ai été responsable de caisse. Il m'a responsabilisé sur les réserves. Donc j'ai fait toute la réserve. Et il m'a responsabilisé un petit peu sur les accessoires. Et petit à petit, en fait, il distillait en fait plein de choses. C'est génial, c'est un mentor, quoi. Ouais, complètement. Du coup, j'ai fait vraiment tous les postes. Et je rentre dans un programme à l'époque qui s'appelait le programme des potentiels. C'était en fait d'aller chercher dans les viviers existants des gens qui seraient capables d'évoluer au sein de la société pour devenir des futurs directeurs ou directrices de magasins. Et plus, s'il faut, quoi. Ah, canon. Et du coup... c'est Zara qui organise ça. C'est Zara qui organise ça. Et en fait, c'est la vraie force de cette entreprise, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs pour des postes à responsabilité. C'est qu'en fait, il y a des talents qui sont déjà présents, il faut juste les former. Et du coup, j'ai cette chance-là. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai genre 21 ans, et on me met dans ce programme-là. Et, donc, pareil, il y a un problème de légitimité, parce que je parlais à des gens, quand je faisais des briefs, qui avaient 10 ans de plus. Ah, ouais. Et du coup, ces gens-là, ils disaient, mais attends, mais c'est qui le petit jeune là? Enfin, même si on se connaissait parce qu'on était vendeurs ensemble. Ouais. Donc j'en ai pleuré aussi, hein, parce que je m'en suis pris plein la tête, parce que ouais, t'es qui toi et tout, alors que je leur disais des choses simples. C'est un exemple. Hein. Quand les clients essayaient les vêtements, ils les mettaient sur la table, et moi je leur disais, mais si vous passez devant, vous les récupérez et puis vous les mettez en rayon, ça allait tout aussi vite, quoi. Et il n'y a pas besoin que tout s'accumule. Ouais, t'es qui c'est pas grave. T'es sur la défensive, quoi. Tout le temps. Parce qu'en fait, ils savaient très bien qu'un jeune allait leur montrer un peu comment ça fonctionnait et ils n'étaient pas trop d'accord. Et en fait, j'ai compris un truc à ce moment-là. C'est ce que m'a dit mon directeur de l'époque, qui s'appelait Saïd. Et il m'a dit, Anthony, c'est simple, ça sera jamais facile. Donc, tu as 2 solutions. Soit tu abandonnes et auquel cas, ce serait dommage. Soit tu te dis, ok, tu continues dans ce sens-là. Tu verras que ce sera toujours dur et tu devras toujours prouver que ça peut fonctionner comme toi tu le souhaites, mais il faudra toujours aller dans ce sens-là, quoi. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que je suis passé par un autre type de management, c'est le management participatif. Donc du coup, j'étais toujours le premier arrivé sur le lieu de travail et j'étais toujours le dernier à partir. Ok.
quand on faisait une livraison, je leur montrais comment moi je faisais. Donc, je montrais que j'étais capable de faire... Alors, c'était peut-être pas forcément la meilleure méthode à l'époque, mais je me disais que c'était le seul moyen pour prouver ma légitimité. C'est qu'en fait, je devais être le meilleur dans tout ce qu'ils faisaient pour me dire que, OK, si tu peux faire mieux, tu peux prendre ma place. Ah ouais, mais tu te mettais la barre super haute, quoi. Ouais, non, c'est super haut. Et du coup, en fait, comme j'étais toujours le premier et que j'étais toujours le dernier à partir et que j'étais toujours le plus rapide dans tout ce que je faisais, il n'y avait plus de problème de légitimité, en fait. Et en fait, en très peu de temps, les gens se sont dit, OK, Anthony, Anthony mérite sa place, en fait. Et du coup, j'ai mes premiers postes en tant qu'adjoint à Saint-Quentin en Yvelines, qu'on m'a envoyé là-bas. Je suis resté peut-être 6 mois. Et pareil, j'ai vécu une expérience qui aujourd'hui c'est quelque chose, c'est comme une alarme en fait. Ouais, parce qu'en fait, il y avait une vendeuse à l'époque qui m'a dit, ouais, Anthony, tu serais pas un peu raciste sur les bords et tout, ou fasciste, je sais pas quoi. Ah ouais. Tu me connais un petit peu, mais moi, je défends ces valeurs-là, quoi. Et du coup, elle me disait oui. Je me rappelle encore de tous les noms. Hein, on parle de quelque chose de 2006. Elle s'appelait Myriam et elle disait ouais, t'as la vendeuse qui s'appelle Koudjedine. C'était une Renoir. Ouais, tu lui donnes jamais d'heures sup, sauf qu'elle était enceinte. Donc elle en voulait pas. Et puis de toute manière, j'avais pas lui donner des heures en plus. Et puis il y avait Jess qui était donc un entrepreneur qui était en Noir aussi, donc, mais qui voulait juste avoir ces heures-là. Mais elle parlait au nom des gens, mais qui n'avait même pas demandé. Non, parce qu'elle-même, elle qui était tout le temps en retard, qui faisait jamais son travail correctement, elle avait pas non plus d'heures sup. Et moi, je me suis justifié. Et elle continuait entre guillemets à me chercher, quoi. Et là, je lui dis quelque chose, et on est dans une salle de pause, hein, et je lui dis, écoute, sors de là, sinon je te défoncer, quoi. Ah ouais. Donc là, j'avais 21, 22 ans. Donc elle est sortie, puis moi, j'ai tapé dans le mur. Sauf que je suis tombé sur un mur, tu sais, les trucs en liège où on met les affichages obligatoires. J'ai tapé dans ça en pensant que c'était mou, et en fait, c'était pas mou du tout, c'était un mur en béton derrière. Et tu t'es pété la main. Et en fait, je me suis cassé en fait tous les métacarpes de la main. Oh, et du coup, je suis parti aux urgences, et le monsieur il m'a dit regardez, vous avez quoi? Ok, d'accord, c'est la fracture du con. Bon, je vais attendre un petit peu parce que c'est pas très urgent. La fracture du con. Ouais, non, c'est ça, parce qu'en fait, c'est comme j'ai mal tapé, j'ai tapé avec les 2 métacarpes extérieurs. Ça s'est cassé. J'aurais tapé là, ça aurait peut-être pas cassé, mais donc ça m'a fait beaucoup méditer sur justement le management et c'est plein de choses là pour éviter de s'énerver sur des choses comme ça. En fait. Et tu t'énervais déjà? T'avais des accès de colère dans ta vie? Non. Tout c'est la seule fois Ouais, alors oui, un peu comme tout le monde, quoi. Je suis pas sanguin, mais sur des sujets qui me portent à cœur, ouais, je peux vite être très entier, on va dire. Ouais. Mais là, sur ce sujet-là, ça m'a vraiment mis à bout, quoi. Ça t'a blessé parce que c'est à l'opposé de qui du tu coup, es. moi, j'étais en période d'essai sur mon nouveau poste en tant que directeur adjoint. Donc, j'appelle ma boss. Je lui raconte tout. Je fais, écoute, moi, je comprendrais clairement que vous mettez fin à ma période d'essai. Que vous me mettiez... Enfin, j'étais vraiment prêt à assumer en fait, les conséquences. Quoi. Parce que je savais la portée des choses. Ouais. Donc, je lui dis, écoute, je suis désolé si je te déçois. Et puis, bon, voilà, si vous me licenciez, vous pouvez. Enfin, là, pour le coup, il n'y a rien à... Là, il y a la preuve comme quoi je me suis cassé la main, je peux même pas nier, quoi. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit, Anthony, on a confiance en toi. Donc, t'inquiète pas, on sera là et on sera là pour t'accompagner. Et à l'époque, j'allais en voiture, donc du coup, je pouvais plus aller en voiture, j'allais en transport en commun. J'ai connu 2 mois où je faisais vraiment tout. Enfin, c'était long, et en plus, c'était pendant l'été où il y avait la Coupe du Monde de foot. Oh. Donc, j'ai raté un paquet de matchs parce que du coup. Celle de 98? Non, celle de 2006. Ah oui. Non, 98, j'étais encore au collège. Oui, non, c'est vrai. Et du coup, cette histoire-là m'a vachement fait grandir, quoi. Et comme j'étais performant dans ce que je faisais, même avec un bras cassé, donc du coup, je travaillais vraiment le management, je suis vite revenu à Paris. Et j'étais revenu là où j'étais vendeur en tant que directeur adjoint. Et donc là, les gens, ils se disent « Ah ouais, on est en taux et tout, c'est trop cool. » Et c'est là que j'ai vite compris que j'étais aussi un modèle pour les gens. Parce que du coup, ils se disent « Mais le gars, il a 20 ans, enfin 21, 22 ans. Il revient directeur cadre d'un des plus gros magasins français. » Et du coup, les gens, en fait, voulaient rentrer dans cette formation-là pour devenir ce que moi j'étais, quoi. Et je me suis pas arrêté là. Après, j'étais passé directeur commercial France pour l'une des marques de Inditex. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens qui me disaient, Anthony, putain, on veut trop devenir comme toi, quoi. Oh. Du coup, ils étaient vendeurs, ils étaient ensuite assistants. Et là, aujourd'hui, il y en a plein qui sont des... Ils ont des noms... genre super directeur. Mais c'est complètement... Mais je suis plus du tout l'actualité Zara parce que ça fait longtemps que je suis parti, mais
Ils ont créé des postes. Et tout ça, c'est grâce à... Tu les as inspirés, en fait. Tu as insufflé un peu... Il y a un gars qui s'appelle Patrick, JP. Il travaillait chez McDo. Et le mec, c'était un bourrin. Il faisait genre 1m90, super balèze et tout. Il y avait zéro délicatesse. Et on se demandait si vraiment, en plus, il avait un cerveau, quoi. Pauvre. Mais je l'ai pris en entretien au bout des 15 jours après son embauche. Où je lui ai dit, écoute, là, ça va pas du tout. Enfin, tu sais pas t'exprimer. Là, il y a rien qui va, quoi. Il me dit, ok, non, laisse-moi une semaine et je vais apprendre vite. Et c'est lui le super directeur aujourd'hui, quoi. Oh. Donc je sais pas, il gagne trop de thunes. Il est très bon dans ce qu'il fait. Enfin, j'ai plus trop de nouvelles, mais je sais qu'il se porte bien, quoi. Donc tu les as mentorés un peu tous, en fait. Ouais, j'en ai mentoré pas mal et du coup, de façon indirecte ou directe, hein, mais c'est vrai que du coup, j'étais très vite j'étais le plus jeune directeur de France chez Zara. Wow. Et je m'entendais bien aussi avec l'équipe espagnole et tout. Mais après, dans ce milieu-là, c'est assez compliqué parce que vous pouvez être très vite une star. Et il peut y avoir la visite d'un big boss international qui lui dit tiens, ça va pas, et on se fait descendre le lendemain, quoi. Ouais. Donc j'ai été mis au placard aussi parce que j'ai tout connu là-bas. J'ai été mis au placard. Ouais, j'étais directeur sur les Champs-Élysées, donc c'était un magasin vitrine, quoi. Ouais, on appelle ça les flagships. Et moi, j'étais là-bas pour faire du fric. Pour moi, je faisais, pour donner une idée, moi, je vendais que des pulls noirs. J'en mettais un paquet parce que ça marchait bien. Le mec, c'était le boss européen, il vient voir la boutique, il me dit, mais c'est quoi ça? Enfin, c'est limite, il me disait, c'est genre Tati, quoi. Et avec le recul, il avait raison. C'est-à-dire qu'on est sur les champs, on doit faire de l'argent, mais on doit faire rêver les gens aussi. Ouais. Et du coup, mais le lendemain, je me suis retrouvé dans un magasin qui était à Boulogne. Mais non. Et du coup, on m'a fait comprendre que, ouais, Anthony, il faut que tu travailles d'autres choses, quoi. Donc l'image. Ouais. Parce que moi, j'étais là à faire de la vache à lait, quoi. Enfin, 80% du chiffre d'affaires avec des pulls. Ouais, et puis ils étaient bien contents, quoi. Ouais. Et là, c'était encore autre chose. Oui, ils recherchaient autre chose. Donc, avec le recul, à l'époque, je l'avais très mal pris. Hein, parce que quand on est jeune et qu'on est vite. Et là, on se prend une balle sérieusement, en plus, par le boss européen. Ouais, mais en plus, tu te dis, je fais ça pour vous. Je ramène du fric pour vous, quoi. Et en fait, il y avait une phrase du directeur général de l'époque, qui je pense qui est toujours directeur général, c'est Jean-Jacques Salin. Il a toujours dit une chose qui m'a marqué, et je pense que c'est quelque chose qui est très vrai, c'est qu'il y avait une des directrices qui avait volé, et on l'avait virée, à juste titre. Mais du coup, c'était quelqu'un de très sympathique, je la connaissais pas. Hein. Mais il y avait plein de collègues directeurs, directrices qui disaient « Oui, mais tu te rends compte, elle a donné toute sa vie et tout. » Et là, très froidement, il a dit « Mais il me semble qu'elle a été payée pour ce qu'elle a fourni comme travail. » Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, travaillez à hauteur de 100%. Et si vous faites plus, j'ai dit encore il y a 2 jours à une personne qu'on recherche pour des boulangeries, si tu travailles au-delà de 100%, il faut le faire que pour toi. Ouais, et c'est uniquement ta responsabilité. Pour toi. C'est ta responsabilité d'engager en fait plus de travail. Si tu le fais le plus, le plus gros risque que tu vas rencontrer, c'est de créer de la frustration. Et au final, c'est pas bon, quoi. Ouais. À contrario, si on est à moins de 100%, du coup, on se dit, on a peut-être des choses à se reprocher, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai toujours cette mentalité toujours à 100%. Et ce que je fais en plus, même si ça blesse, hein, parce qu'on peut donner plus, on a toujours une sorte de... Enfin, on est humain, hein, donc du coup, on se dit, on attend peut-être quelque chose. Ouais. Et ça arrive pas, quoi. Et du coup, il avait juste dit ça très froidement, et ça avait choqué tout le monde. Mais moi, finalement, ça résonnait super juste, finalement. En fait, on accepte juste qu'elle a été sanctionnée pour ce qu'elle a fait. Ça, c'était factuel. Ouais. Mais elle a été aussi rémunérée pour ce qu'elle avait fait, quoi. Ouais. Donc, quelque part, je comprends. Je peux comprendre aussi les mois que ça a créé. Mais du coup, ça m'est resté, quoi. C'est ouf, hein, ça a été vachement formateur. Hein. Ouais, c'est quelque chose... aujourd'hui, à aucun moment, je regrette ce que j'ai pu vivre. Il a fallu que je passe à autre chose pour vivre une autre vie, quoi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc, ça, c'est ma période, c'est 10 années de ma vie, quoi. Donc, à ce moment-là, tu te demandais, est-ce que j'ai envie d'autre chose ou tout ça? Ouais, et là, je fais un break de genre 1 an, où j'ouvre un restaurant de pâtes avec des amis de ma famille. Mais non. Je te jure. Et ça marche pas, et du coup, ça me plaît pas trop, quoi. Et je reviens dans le retail. Mais du coup, il y avait quand même un peu la bouffe. Ouais, il y avait la bouffe. Mais en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que mon père était chef. Mon oncle est chef encore aujourd'hui, et donc j'ai toujours grandi en fait Et puis on a toujours fait des grands repas, on a toujours reçu des gens à la maison. Ma tante et mon oncle qui recevaient genre 20 personnes à la maison. Donc il y a la bouffe, pour moi, elle est trop importante. Enfin, la nourriture, c'est
Encore plus dans la culture asiatique, on dit rarement je t'aime entre nous, mais par contre, éplucher un fruit, on se fait à manger, tout ça, c'est un langage d'amour aussi. Mais c'est toujours un peu là, quoi. Moi, je me rappelle, là, quand je suis venu avec Hugo, mon père et mon oncle, en fait, me prenaient au resto, quoi. Je sais que mon oncle, il me mettait dans un coin de la cuisine, il me donnait de l'eau et de la farine, puis je faisais ma pâte et je faisais des boules, je m'amusais avec, quoi. Oh. Mais ouais. Donc, je fais une petite année où on ouvre un restaurant de pâtes, ça marche pas trop, et puis moi, ça me plaît pas. Et puis, même l'air de rien, la réalité économique est telle que je gagne pas assez. Parce que je m'étais habitué à un certain niveau de vie. Mais c'est ouf parce que là aussi, tu te lances direct dans un projet entrepreneurial du jour au lendemain. Alors que j'étais directeur commercial, je crois. Ouais. Mais genre, t'avais négocié une rupture co et tout. Ouais. Et puis en plus, alors, j'ai demandé, en sachant que je me dis, je la demande par principe, mais j'étais prêt à donner ma dème. Hein. Et pour te dire à quel point j'étais bien vu par la société, donc le DRH m'a dit, mais attends, Anthony... tu sais, tu peux écrire une lettre comme quoi tu veux une rupture conventionnelle, on serait vraiment ravis de te la donner, quoi. Oh. Parce que tu nous parles de quelque chose qui te tient à cœur et nous, pour tout ce que tu as pu faire, en tout cas, on sera OK pour te la donner, quoi, si tu la demandes. Là, aujourd'hui, je sais pas quelle boîte te demanderait comme ça. Mais c'est dingue parce que toi, à ce moment-là, tu avais des économies et tout, tu avais une confiance dans ce projet. Non, mais je pense que j'étais encore un peu jeune, j'avais genre 26 ans, donc j'avais encore vraiment de la conscience. Hein. J'en étais à ma 5e moto. Franchement, le seul regret que j'ai vraiment aujourd'hui, c'est de ne pas avoir acheté un appart quand j'avais 22 ans, parce que là, je serais genre millionnaire. Là. Ou plusieurs apparts, non. J'aurais dû jouer au Monopoly, mais bon, c'est comme ça. Et donc, je fais une année, et puis là, je me dis, il faut que je revienne dans le game du retail, parce que c'est là où je m'exprime le mieux, c'est là où je suis compétent. Mais je m'aperçois qu'en fait, j'étais dans une bulle, en fait, avec Zara, enfin, avec Inditex, où on était extrêmement bien payé, et je pense trop bien payé, pas pour vos compétences qu'on était capable de donner. Donc j'étais confronté, entre guillemets, à des entretiens où on me disait, ouais, mais attendez, vous demandez trop, ou vous êtes trop compétent. Puis je me dis, mais je peux pas être trop compétent, genre, c'est pas possible. Ouais. T'es compétent ou tu l'es pas, quoi. Voilà, mais au final, j'ai vite compris, en fait, c'était pas une question de compétence, c'était une question de prétention salariale. Et qu'au final, on était bon dans l'opérationnel, mais pas assez bon dans certains domaines comme le service client. Zara n'était pas connu pour le service client le plus foudroyant du monde il y a 15 ans. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je me dis, tiens, vas-y, tu sais quoi, on va recommencer à zéro. Et je deviens manager de vente, genre l'équivalent d'un assistant, quoi, au printemps. Chez Citadium, enfin du coup printemps. C'est dingue, mais comment ça te vient de faire ça, quoi? Je sais pas, c'est juste. Et de recommencer un peu tout en bas. J'ai jamais eu peur de recommencer à zéro, hein, parce que c'est clair. Je me suis toujours dit que, enfin ma mère a toujours dit que si tu avais besoin de quelque chose, tu travailles. Donc au final, pour moi, le travail c'est juste un moyen de gagner de l'argent. Et après, si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, tu changes, quoi. Et donc là, je passe 9 mois chez Citadium où je me dis, c'est trop bien, c'est kiffant, il y a une super ambiance et tout. Mon premier jour, je rencontre un joueur de basket ultra connu à l'époque, qui s'appelle Derrick Rose. Et je me dis, je suis trop au bon endroit, quoi. Sauf que, en termes de compétences professionnelles, on développe pas. Du coup, pour le coup, je suis trop qualifié. Ouais, t'es frustré, non? J'étais pas frustré pendant les 6 premiers mois parce que je m'éclate vraiment. On s'amuse, on fait plein de trucs, il y a plein de projets événementiels avec les marques avec lesquelles on travaille et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, je plafonne. Et puis même au niveau salaire. Ça correspond au poste, hein, ce qui est normal, mais j'étais habitué à gagner 2 fois plus, quoi. Et il te faisait pas évoluer Si, mais c'était pas fou, quoi. Et du coup, je pars pour une autre marque, Lacoste, où je travaille pour la plus grosse boutique au monde, je crois. Ah ouais? Ouais, en termes de chiffre d'affaires. À l'époque, je sais pas. À la Vallée Village. Et là, je gère vraiment, littéralement, des millions d'euros, quoi. C'était hallucinant. La marque a un rayonnement incroyable dans le centre commercial dans lequel je travaille. Et là, tu étais directeur, du coup? Là, j'étais directeur de la boutique. T'avais combien de personnes que tu Là, on manageais? était genre 50, je crois. Ah ouais? Ah ouais, non, c'était... je me rappelle, pour te donner un ordre d'idée, le premier jour des soldes là-bas, on vendait, je crois, on avait fait 180 000 euros de chiffre d'affaires. C'était l'équivalent de 4 000 polos. Mais non! Je te jure, c'était incroyable. Donc en fait, c'est vraiment un mélange d'opérationnel, de management, et pareil comment ça s'appelle, je sais pas comment on dit ça, mais d'intendance aussi, parce qu'il faut pouvoir réceptionner toutes ces marchandises-là. C'est clair. Et aussi beaucoup d'humains. Parce que l'air de rien, tu gères de l'humain des deux côtés, en back et en front.
Et, par contre, c'était super loin. C'était à Vallée-Village, au Val d'Europe. Moi, j'habitais dans le 15e, donc c'était vraiment à l'autre bout. Ah ouais, c'est clair. Et au final, j'étais démarché par Swatch pour être directeur du magasin des Champs-Élysées. Donc, je reviens sur les champs. Qui est à côté, en plus, de la boutique Zara. Et là, je me dis, tiens, pourquoi pas l'horlogerie et tout. Donc, je fais une petite escapade en horlogerie. C'est assez sympa, mais je m'ennuie parce qu'on ne vend pas des montres comme on vend des t-shirts. Ouais. Oui, tu ne vends pas 4000 montres dans la journée. Ah non, c'est sûr. Et là, je finis, je fais 2 ans, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais. Je fais 2 ans et je travaille chez Morgane. Donc, pareil, sur les Champs-Élysées. En face, ouais. Je suis à côté, quoi. Le petit triangle d'or dans le dos. Ouais, c'est clair. Je suis vraiment un spécialiste des Champs-Élysées des années 2010. Hein. Bon, maintenant, je connais plus trop, mais... Et donc, je fais ma dernière entreprise dans le retail, donc avec Morgane. Et arrive le Covid. Tadam. Et je sais pas pourquoi, je me dis que je me rappelle en décembre qu'on voit en fait une information venant de Chine en parlant de cette... Une pangolin. Ouais. On en rigole à moitié. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va... Mais c'est vraiment genre de l'instinct, enfin, c'est vraiment intuitif, quoi. Tu le prends au sérieux? Je le prends vraiment au sérieux. Et je me rappelle qu'en mars, du coup, quand le Premier ministre annonce le confinement, je sens que c'est un tournant. Je sens que je me dis, on va être longtemps confiné. Je sais pas pourquoi je me dis ça. Donc, je m'équipe. Je m'achète un robot pâtissier. Je m'achète une barre de traction. Je m'achète de l'équipement de sport. 2-3 jours après le confinement, j'achète même beaucoup de papier d'origami. Mais non. Je propose à ma femme d'aujourd'hui, donc à l'époque on venait de se rencontrer, je lui dis, écoute, viens, on reste ensemble. Parce qu'elle vivait dans un petit appart, et là je vis dans un appart un peu plus grand. Ah, donc vous emménagez ensemble? On emménage pendant les 3 mois, on se dit, là, si on passe 3 mois l'un sur l'autre, on se dit, il y a de fortes chances que ça marchera, quoi. C'est mieux que des vacances, quoi. C'est que en termes de juge, de paix. Ouais, c'est clair. Et non, mais t'as eu le nez fin, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de dingue. Parce qu'effectivement, moi, je l'ai tellement pas vu arriver. En fait, je sais pas pourquoi. On était sur le balcon et je lui dis, écoute, je sens le truc qui va durer super longtemps. Autant mettre à profit tout ce temps-là. Mais vraiment. Donc, le sport, le sport toutes ces choses qui étaient importantes pour toi, finalement, tu aujourd'hui, les as réunies là. Sport, la pâtisserie. Ouais. Et en fait, tout se joue là, en fait, à ce moment-là, quoi. Et il y a plein de choses qui rentrent. En termes de sport, j'avais fait ma première course officielle quasiment juste avant le confinement. Je continue tout ce qui est gainage, renfo, je fais de la muscu. J'ai jamais été aussi fit de ma vie pendant le confinement. Je me rappelle, on avait fait le challenge. C'est un challenge complètement con. Hein. La planche, là? Non, on avait fait 1000 pompes en 1 heure. Ah là là. Ah, mais quelle horreur! Ouais. Et tu t'arrivais à faire ça? Alors moi, j'en ai fait 800, mais j'ai des potes qui ont réussi à faire les 1000. Oh là là. Mais est-ce que tu postais ton corps sur les réseaux sociaux? Ouais, j'avais créé une page Insta privée où effectivement, j'étais torse nu, j'étais genre... c'est clair. C'était ultra dessiné et tout. Bon, maintenant j'en rêve un peu plus, tu vois, mais... mais du coup, t'étais vachement discipliné. Après, il y a ce challenge avec les potes et tout. Ouais, on faisait vraiment 2 heures de sport par jour, quoi. Ouais. Le confinement, c'était trop bien. En plus, l'appart était grand. Et je pense que la nature nous l'avait bien rendu parce que je savais que... Je sais pas pourquoi j'avais l'intime conviction que tout le printemps, enfin le mars, avril, mai, qu'il allait faire super beau parce que justement, il n'y aurait pas d'activité humaine extérieure. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait super beau. Et en fait, l'appart est super éclairé. Donc, du coup, on faisait du sport, il faisait beau. Et j'en ai profité pour faire de la pâtisserie. Donc, j'avais fait, et donc comment c'est arrivé l'idée d'acheter un robot pâtissier? En fait, j'en avais pas. Et je savais que j'en allais avoir besoin. Je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai acheté chez Amazon. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais Amazon avait arrêté toutes les livraisons. Ouais. Je crois, genre le 28 ou 29 mars. Et moi, j'avais commandé le 15. Et j'étais vraiment trop content de l'avoir, quoi. Mais t'as une intuition de dingue, hein. Et à ce moment-là, ouais. Et je regarde les vidéos de la pâte de Dom, celui que j'avais invité pour apprendre à foncer des tartes, pour faire des tartes au citron. Puis j'ai regardé la première pâtisserie que j'avais faite, c'était de Charles et Ava. Pareil, c'est devenu des influenceurs. Oui, ils font des formations en ligne aussi. Ils font des formations en ligne, des ateliers et tout. Et j'avais fait la tarte pomme de Cédric Grelet, la fleur et tout. J'avais passé, 3-4 nuits blanches, vraiment. J'attendais que tout le monde s'endorme pour faire. Donc, Pourquoi tu le faisais à ce moment-là? Parce que, je sais pas, je n'arrivais pas à dormir. Et en fait, je sais pas toi, mais j'avais du mal à trouver un cycle de sommeil fixe. Et comme j'avais des activités qui me prenaient du temps,
Genre, la pâtisserie ou l'origami, en fait, qu'on s'endorme à 4h ou qu'on s'endorme à midi, c'était pareil, en fait. Oui, c'était pas grave, ouais. Ouais, c'était pas... Est-ce que t'avais, parce que je sais que t'as 2 fils, est-ce que t'étais avec eux à ce moment-là ? On avait alterné une semaine. Ok. En garde. Donc, en plus, j'avais une liberté de ouf, parce que comme j'avais la garde des enfants alternés, j'avais le droit de sortir. Ah ! Et en plus, alors, ça c'est un peu moins fun, mais comme ma mère était gravement malade, je pouvais sortir aussi pour lui apporter les courses et des trucs comme ça, quoi. Oui, donc t'étais pas à 100% confiné. Non, ou limite, tu pouvais même amener des pâtisseries à ta oui, mère, et c'est ce que j'avais en fait. C'est que du coup, toute la pâtisserie que je faisais, en fait, je pouvais pas tout manger, c'était pas possible, parce qu'en fait, on peut pas faire des petites quantités. Donc, je faisais pour 6-8, et puis je les distribuais, j'ai redistribué aux mamans des enfants, je les distribuais à mes parents. Et un de mes potes, en fait, qui habitait pas très loin, quoi. Donc, il faisait cobaye, quoi. Ouais. Mais à ce moment-là, c'était vraiment juste pour le kiff. Ouais. Et tu cuisinais avant le confinement ou pas ? Ouais, genre, par contre, j'ai toujours reçu les gens à la maison. Ok. Je cuisinais bien. Enfin, je cuisinais beaucoup, quoi. Donc, Et pâtisserie aussi ? Non, c'était vraiment plus salé. Ok. T'attendais limite d'avoir un robot pour t'attaquer à la pâtisserie. Ouais, voilà. Et je sais pas pourquoi, la pâtisserie m'est venue et donc, arrive la fin du confinement, on reprend le travail. Et là, je suis sous choc de l'attitude des gens, en fait, quand au retour du travail. Moi, j'avais juste une hâte, c'était de parler aux gens, être sympa, quoi. Ouais. Et j'avais une cliente, je l'ai en tête, je me rappelle plus de sa tête, mais son attitude était exécrable. En fait, elle voulait retourner un produit, je sais pas, un t-shirt, un pantalon, je sais pas. Elle m'exigeait un remboursement. Je me suis dit, mais évidemment, je vais vous rembourser. On était bloqué 3 mois, évidemment, quand vous remboursez. Sauf qu'elle avait payé par chèque. Et quand on paye par chèque, dans certaines entreprises, en fait, on demande un RIB, et ce serait uniquement fait par virement. Et là, elle me dit, mais non, c'est inadmissible et tout. Je vais parler au directeur. Vous l'avez devant vous. Ouais, alors, elle m'a tenu la jambe pendant une demi-heure. Je sais plus comment je finis le truc, bref. Et je me dis, mais c'est pas possible d'être comme ça au bout de 3 mois alors que t'as parlé à la personne, quoi. C'est clair. Et ça se reproduit genre 5 ou 6 fois. Ah ouais. Dans les mois qui suivent, quoi. Enfin, dans les semaines qui ont suivi et tout. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui va plus trop, en fait. J'aime plus ce que je fais. Et je fais pas mal d'erreurs. Je manque plusieurs fois à mon poste. Enfin, bref, je m'endors aux réunions. Ah ouais, donc t'es plus dedans. Je suis plus dedans. Et l'idée se fait son chemin. Je me dis, tiens, vas-y, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre dans ma vie ? Et c'est là où j'ai vraiment peur. Parce que là, je me dis, si je recommence à zéro, c'est que là, je retouche vraiment 0 €, quoi. Et si je pars, j'ai pas de rupture co, j'ai pas de chômage, j'ai rien, quoi. Et je sais pas, je me dis, tiens, ce serait cool de vendre des tartelettes. Genre sur des chariots, quoi. Ouais. Comme les crêpes. Et faire. Parce qu'en fait, je sais que ce qui coûte le plus cher, en final, c'est d'avoir un local et tout le bordel qui va derrière. Ouais, c'est donc clair, je me dis, local et personnel. Voilà. Et en fait, là, je me dis, je me déplace moi avec mes tartes et puis je les vends comme ça. Genre, c'était trop facile, quoi. Et je regarde que c'est de la pâtisserie fraîche. Donc, il faut avoir un CAP. Et puis en plus, c'est mon pote maintenant. Et du coup, je vois qu'il y a un gars qui a ouvert une pâtisserie qui s'appelait Tartelette. Alors que moi, je voulais l'appeler Tartelette. Oh. J'étais dégoûté et tout. Oh là là et tout. Et je vois... en fait, c'est pas... Il n'y a pas que lui. C'est sa femme aujourd'hui. En fait, c'est les cofondateurs. Et je vois ça et je fais, dommage. Bon, mais c'est trop marrant parce que quand tu commences à être entrepreneur et que tu as un nom, tu te dis ça y est et tout. Et tu as l'impression que c'est la fin du monde si en fait, tu peux pas prendre ce nom. Et je m'arrête pas là, je me dis, c'est pas grave, bon, on va faire les choses par étapes. Donc, il faut que je fasse mon CAP et après, je verrai. Okay. Donc, je fais plein de dégustations avec des potes, je ramène mes tartes, je refais tout ce que je fais et tout. Et le CAP, tu le passes en parallèle du taf ? Ouais. Donc, je m'inscris en septembre. Non, le vrai déclic, c'est tout bête. Hein. Je décroche le téléphone parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle et c'est les personnes du CPF. Oui, bonjour, je m'appelle Laetitia. Mais oui, qui n'ont pas arrêté de nous appeler. Et je fais, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et là, elle me parle de CPF et je sais pas ce que c'était. Alors, j'étais directeur quand même de magasin, j'étais censé savoir. Mais on n'en parlait pas du tout avant le Covid. Et en fait, elle me dit, si vous avez de l'argent qui est dédié à la formation et tout. Je fais, ah ouais, trop cool. Et là, je fais l'erreur de lui dire combien j'ai. Et au final, en fait, il faut jamais dire combien on a sur son compte parce que du coup, il rectifie le prix de la formation. Mais non. Ah ouais, une formation va coûter 1 000 €. Et si vous avez 1 500 € sur votre truc, il va dire votre formation coûte 1 500 €. Ou c'est ça, c'est si tu passes par eux. Parce que moi, j'ai trouvé des formations mais en ligne. Du coup, en fait, moi, je suis parti autre part, quoi. J'ai pris une formation en ligne un peu lambda, juste pour avoir 2-3 fascicules et puis avoir surtout les conventions de stage. Et donc, en octobre,
je fais un jogging et je me dis, il faut que je trouve une boulangerie qui veut bien m'accepter. Donc à ce moment-là, donc on est en 2020, fin 2020, j'ai 36 ans. Et je me dis, mais j'ai aucune chance, quoi. Donc je mise tout sur mon attitude et puis mon savoir-être, en fait. Bah, comme à l'époque, la lettre de motif ou les choses comme ça. Et je vais dans le 15e parce que je sais que c'est là où il y a le plus de boulangeries. Donc je mise ouais. Enfin, pour moi. Je sais pas si c'est vérifié, mais comme c'est très résidentiel, enfin la preuve en est, là où je suis bossé, sur la rue de la Convention, sur 400 mètres, il y a genre 5 boulangeries, quoi. Ouais. Ben, je me dis statistiquement, si j'en fais, j'en fais 50, il y en a bien au moins une qui va me prendre, quoi. Donc j'en fais 4, et je suis pris au bout de la 4e. Oh. Et je tombe sur un monsieur qui s'appelle Joël, qui est devenu mon ami du coup aujourd'hui, et qui me regarde de la tête aux pieds, et qui me regarde ensuite, qui me dit oui, alors qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit, écoutez, moi je veux juste apprendre un métier. Je suis un CAP pâtissier et puis je cherche juste une entreprise qui veut bien m'accueillir genre 14 semaines. Je sais pas si tu te rends compte, 14 semaines de stage. À passer, là on est en octobre et je devais les faire avant le 6 janvier. Donc en gros, il fallait qu'ils me prennent la semaine d'après et que je fasse mes 14 semaines de stage, quoi. Il me dit ok, il m'avait pas l'air très commode à l'époque. Il me prend mon numéro de téléphone, il me dit je vous rappelle si on a besoin. Je suis bon, ok. Je continue ma course à pied, puis je fais toutes les boulangeries et tout. Et il me rappelle, genre 20 minutes après, il me dit bon, c'est ok. Et je fais c'est ok quoi? Il fait j'ai parlé avec le chef pâtissier, tu peux commencer la semaine prochaine. Oh. Et je fais c'est quoi ce truc de ouf, c'est trop bien. Et tu sais pourquoi il t'a pris à ce moment-là? C'est un coup de chat. Hein. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, le chef pâtissier à l'époque, il lui avait dit genre 15 minutes avant, je serais super chaud pour prendre un stagiaire comme ça pour faire les fêtes de fin d'année et les galettes. Mais non, la synchronicité. Ouais, alors, je l'assimile pas forcément à ça, mais effectivement, ça l'est. Et en fait, il me l'a raconté. Hein. Il m'a dit, moi, je m'en foutais. Et puis, en fait, j'ai parlé à Pierre, qui est donc le chef pâtissier. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été pris, quoi. Bon, je me suis pris une grosse claque pendant deux mois, tu vois. Mais... Ouais, c'est la pire période, quoi. Ouais. Non, moi, c'est cool. formateur. Quoi. Non, ouais. Puis là, je fais 2 mois où c'est dur parce que je commence à 4h du mat. Je finis à 11h. Et puis, moi, je commence à midi à l'autre travail. Enfin, mon travail, quoi, du coup. Ah oui, le stage, tu le faisais en parallèle de ton taf. Ouais, je faisais des journées de quasiment 20 heures, quoi. Et t'arrives à supporter et à dormir que 4 heures par j'avais jour? pas trop chaud, en fait. En fait, là, tu me demandes de dormir 10 heures, je dors 10 heures sans problème. Mais si du jour au lendemain, tu me dis, Anthony, tu dois bosser... En fait, je me cale par rapport à ce que je dois faire. En fait, aujourd'hui, je suis capable de le faire, mais je me conditionne c'est ma capacité à m'adapter, en fait. Ouais, c'est incroyable. Donc, je me pose pas trop la question de savoir si je suis capable ou pas. C'est que je me dis, de merde, j'ai pas le choix, donc j'y vais. C'est comme ça, quoi. Et ça n'a pas d'impact quand tu dors pas. Ça t'arrive de pas dormir assez? Si, c'est un impact parce que j'ai un moment donné où j'ai vraiment poussé trop fort. Je commençais à 21h, je finissais le lendemain à 14h. Donc en fait, j'étais vraiment, en plus je travaillais de nuit du coup. Donc là, j'étais exécrable. Là, j'étais pire que. Ok, bon, t'es vraiment pas un surhomme. Non, surtout pas. Je suis vraiment très humain. Ok. Mais non, c'était super dur. Donc là, l'expérience de nuit, je le ferai plus parce que je sais que c'est pas quelque chose qui me correspond. Mais c'était très formateur à l'époque. Je te dirai pourquoi après. Mais ouais, donc du coup, je passe mon CAP dans ces conditions-là. Donc je fais 14 semaines de stage dans cette entreprise. Le chef pâtissier part. J'apprends plein de choses de lui, la rigueur, le nettoyage, le ménage, plein de choses. Plein de choses aussi que je ne veux pas faire ce qu'il fait. Son management était merdique. J'avais confondu une fois une tarte et un autre truc, quoi. J'avais l'impression d'avoir tué la reine d'Angleterre, quoi. Ouais. Donc je l'ai remis à sa place. Alors, c'était le pire des choses qu'il fallait pas faire, quoi. Et je lui ai dit, c'est bon, je suis pas ton gosse, quoi. Enfin, ouais. Je suis pas un apprenti de 14 ans. Tu peux me dire normalement les choses. J'ai fait une connerie, il y a pas de problème, j'assume. Mais t'as pas. Donc je lui avais répondu, si tu veux, si c'est le problème d'argent, moi je te les achète tes tartes. Hein, je m'en fous, quoi. Bon, okay, t'étais un peu insolent quand même. Hein, j'étais pas insolent, mais c'est lui qui me parlait mal. Donc moi je lui répondais comme il me parlait, quoi. Ouais. J'étais pas son larbin, quoi. Enfin, j'étais tout oui pour comprendre tout ce qu'il me disait. Mais j'étais pas non plus un enfant de 14 ans et on ne devrait même pas parler comme ça à un enfant de 14 ans. Pas une merde, quoi. Voilà. Et finalement, il est parti. Et même, j'avais vu des scènes incroyables parce qu'il a formé donc le pâtissier qui est aujourd'hui le chef pâtissier de là où il bossait. Il lui parlait vraiment comme une merde, quoi. Enfin, c'était abusé, quoi. Mais bon, c'est comme ça. En fait, je pense que c'est un temps qui existe encore, en fait. Hein. C'est un vrai sujet. Hein. Ouais, et même le management en soi, pour moi, c'est un boulot à part entière qu'on ne nous apprend pas. Quoi. Enfin... en fait, tout ce qui est métier technique,
c'est des très bons techniciens. Mais oui. Mais le management, c'est un métier à part. Mais c'est clair. Moi, je sais que moi, c'était mon métier. Donc, du coup, je savais dissocier les deux. Tu avais déjà ces compétences-là, quoi. J'ai managé des gens, j'ai managé des unités avec 200 personnes. Ouais. Mais en même temps, j'étais revenu dans ce genre de métier pour éviter de manager des gens. Parce que justement, ça prend une énergie folle de manager des gens. Parce que j'ai mal aux cheveux, je peux pas venir. Ou j'ai mal à la dent, je peux pas venir. Ou elle m'a craché dessus. Véridique, hein, je sais pas ce que je dois faire. Donc, mon quotidien, c'est quand même dur à gérer. Et puis, prendre des décisions qui sont dures aussi. C'est aussi ça, prendre des décisions, quoi. Et donc, à l'issue de ces 14 semaines, je peux passer encore d'autres stages. Parce que je peux avoir autant de conventions de stage que je veux. Et dans le même temps, je me fais licencier. Mais non. Si, ouais, genre au bout de 3 mois, en fait, ils sentent bien que je suis pas dedans et tout. Donc, ils m'ont pris genre des raisons toutes factuelles, hein, où j'étais pas présent à mon poste à l'heure qu'il fallait, ou oui, ce qui est vrai. Oui, ce qui est totalement vrai, ou j'étais aussi, je m'étais endormi pendant les visios. C'était assez extraordinaire. Hein. Mais du coup, ça m'allait. Mais donc, je me fais licencier. J'ai le chômage quand même malgré tout, et je continue à faire mes stages. Et là, je fais genre 6 mois de stage. J'arrive à faire renouveler mes conventions de stage auprès de cette entreprise, auprès de Joël. Et il fait quelque chose que je me dis, mais c'est incroyable quand même, parce que le premier mois de stage, il me donne un chèque, genre de 550 €, je me rappelle, hein, de la BNP. Ça m'avait marqué. Et je lui fais, mais attends, mais tu sais que c'est pas un stage rémunéré. Hein. Il me dit, ouais, je sais, mais bon. Ah, c'était pas des stages rémunérés? Parce qu'en fait, je l'ai coupé toutes les 8 semaines. Pour justement ne pas le faire payer, parce que je voulais pas le faire payer. Parce que je me dis, attends, moi je suis un bras cassé, enfin, t'as pas à me payer, quoi. Mais je pense que comme malgré tout, j'étais tout le temps là, j'étais jamais en retard et que je faisais quand même le taf, il m'a dit, écoute, tu sais, tout travail mérite salaire. Et je me dis, mais attends. Ouais. Et en fait, on a continué comme ça jusqu'à ce que je passe mon CAP. Et j'obtiens mon CAP. Et ce que je te dis pas, c'est que je m'étais aussi inscrit au CAP de cuisine. Mais non, si. Toujours plus. Ouais. Sauf que je peux pas le passer la même année parce que du coup, les dates d'examen pouvaient se chevaucher. Ok. Mais du coup, j'avais quand même fait, et j'avais contacté donc une chef pour faire un stage en cuisine. Donc, elle s'appelle Fanny. C'est la chef du Camondo. Donc, c'est un restaurant dans le 8e qui est assez connu et tout. Très bien. Et du coup, je fais des stages chez elle. Donc, le matin, j'étais à la boulangerie et l'après-midi, j'étais en cuisine. Donc, mes journées, elles ressemblaient vraiment, je faisais des journées de 15, 16h, 17h, quoi. Et gratuitement, au Camondo aussi? Bah ouais. Ouais, c'est dingue. Mais c'était juste, je voulais pas être rémunéré parce que j'estimais ne pas être compétent pour être payé. Oui, mais c'est l'intérêt d'un stage, en fait. Mais ils ont des budgets pour les stages. Moi, en fait, je voulais tellement être pris que je dis, mais je m'en fous d'être payé. Donc, si vous voulez, moi, je travaille gratuitement, mais je veux juste que vous m'appreniez, en fait, à... Mais tu penses que tu n'aurais pas été pris si le stage avait été payé? Je sais pas. Ouais, c'est marrant. Hein. Mais moi, je voulais tellement être pris que, en fait... Oui, tu voulais pas que ce soit une variable. Je me rappelle, j'avais vu un gars qui était un mec connu en Australie qui disait, quand vous voulez apprendre quelque chose, mettez en avant une seule chose, c'est votre temps. Et en fait, moi, je donnais mon temps. Et au final, je pense que c'était gagnant-gagnant, en fait. C'est qu'ils avaient une personne qui était capable de faire certaines choses en échange de ça, quoi. Bon, j'ai vite compris que la cuisine, c'était pas pour moi, parce que j'étais incapable de lever des filets de poisson, parce qu'en fait, je déteste, en fait, manipuler des animaux morts, quoi. Enfin, je suis tout à fait carnivore, enfin, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai vraiment du mal. Mais j'ai continué à travailler en cuisine pendant 1 an et demi. Hein. Ah ouais? Parce qu'en fait, ça s'est tellement bien passé que du coup, ils me prenaient en extra. Donc, pour le coup, ils me payaient. Ok, merci. Parce que sinon, c'est très avantageux. Non. Mais oui, quand j'ai eu mon CAP, c'était bon. T'as eu ton CAP cuisine? Ouais. Aussi. Ok. Ah oui, je savais pas que t'avais les deux. Et du coup, c'était assez incroyable, c'est de savoir que j'avais le choix entre les deux. Et j'ai bien fait de choisir la pâtisserie parce que je me dis, j'aurais été incapable de couper correctement, lever correctement un filet d'un poisson. Parce que... Ouais, mais t'es allé au bout pour pouvoir choisir. Ouais. Et du coup, ça tombe sur l'année quand j'ai mon CAP. Mais ça fait écho parce que du coup, je t'avais dit que j'avais mon bac l'année où mon beau-père est mort. Et du coup, j'ai mon CAP l'année où ma mère est partie. J'ai eu mon CAP pareil en juillet. Et je m'arrête de travailler parce que je devais aussi avoir un stage avec Tartelette, justement, parce que je les avais écrits par Instagram et je me dis, mais voilà, maintenant j'ai mon CAP, je veux juste apprendre encore d'autres choses que ce que j'ai appris. Il m'avait pris et puis en fait, ma mère m'annonce qu'elle rentre en soins palliatifs. Donc je reste tout l'été en fait avec elle. Donc
donc elle part en soins palliatifs le 30 août. Et donc toi, tu bosses pas à ce moment-là? Non, je bosse pas. Non, j'avais encore un peu de chômage, je crois, qui traînait un petit peu. Et c'était sur le chemin de la boulangerie où je travaillais. Donc, tu sais, je venais dire bonjour à Joël et tout, certains soirs, quand je sortais de l'hôpital, quoi. Et elle part, je crois, le 4 octobre. Et Joël me dit, Anthony, si ça te dit, j'ai un poste qui se libère, parce qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Dominique, qui était donc proche de la retraite, mais qui avait mal au dos. Donc en fait, il a réussi à le faire passer en maladie professionnelle. Bref, ça avait duré genre 3 ans, quoi, leur bordel. Et il avait enfin libéré le poste. Et il était chef pâtissier? Il était, tourrier. Et à ce moment-là, alors que j'avais le diplôme, je savais même pas ce que c'était le métier de tourrier, quoi. Attends, c'est dingue. Et Joël me dit, bah écoute, il y a un poste au Tour, il est disponible, donc si t'as envie de bosser. Et je me rappelle d'une phrase, je vais te le dire. Pendant que je passais mes stages, je lui avais posé la question et je lui avais demandé d'avoir une réponse tout à fait honnête. Et je lui ai dit, si jamais j'ai mon diplôme, est-ce que tu serais prêt à m'embaucher? Et donc il m'a dit, donc tu voulais une réponse honnête, et il m'a dit, non, je t'embaucherai pas parce que j'aurais préféré prendre un apprenti qui a déjà 2-3 ans d'expérience, quoi. C'est une réponse tout à fait honnête et tout à fait légitime, tu vois. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais tu sais quoi, je vais te prouver que... Challenge accepted. Bah ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que je peux valoir mieux qu'un apprenti de 18 ans qui a 3 ans d'apprentissage, quoi. Et du coup, il m'a donné raison en me proposant le poste, quoi. Donc pendant 3 mois, j'apprends les métiers de base, enfin le métier de tourrier, quoi. Et alors, est-ce que tu peux expliquer? Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est qu'un tourrier. Alors, tourrier, en fait, c'est étymologiquement, donc il y a le mot tour. Donc en fait, c'est simplement en fait donner des tours à la pâte. Donc le feuilletage, c'est juste composé en fait d'une couche de pâte et de beurre qu'on assemble en fait au fur et à mesure des plis, quoi. Mais ça, on me l'explique pas comme ça. On me l'explique en disant, bon, Anthony, tu vas faire des croissants. Mais c'est dingue, effectivement, c'est dingue qu'on n'en parle pas, même pendant le CAP. Non. Alors, moi, comme j'étais pas en cours, c'était des cours à distance, quoi. Donc, en vrai, ça se trouve, ils en parlaient, sauf que moi, tu sais, je regarde pas trop, quoi. Mais c'est vrai que ça m'avait pas vraiment... j'étais pas forcément... Ouais, et c'est marrant, parce que c'est l'une des premières choses que tous les Français voient et mangent. C'est ce que je dis, en fait, aux gens. Quand vous rentrez dans une boulangerie, vous savez ce que fait le boulanger. Il dit, le pain. Ouais. Et vous savez ce que fait le pâtissier? La pâtisserie. Mais du coup, la personne qui fait la viennoiserie, c'est qui, à votre avis? Le boulanger ou le pâtissier. Enfin, tu sais. Et du coup, le tourrier ou la tourrière, en fait, est toujours mis... Enfin, on le connaît pas encore. On l'a jamais mis en avant. Non, jamais. Et du coup, c'est là où j'ai appris, en fait, le métier de tourrier. Et en fait, Joël, lui, qui était donc pâtissier, il était devenu boulanger. C'est là où il a ouvert sa boutique. Il me dit, le tour, j'aime pas ça du tout, c'est répétitif, chier, avec ce ton-là et tout. Je lui dis, mais attends, j'adore l'imitation. Ouais, non, mais je te jure, je te le présenterai, franchement. Mais j'ai l'impression de le voir déjà, en fait. Ouais. Et je lui dis, mais attends, mais le pain, c'est tout autant répétitif, tu sais, tu façonnes, Il me dit, ouais, non, mais c'est pas la même chose. Je suis ok, d'accord. Et donc, les 3 premiers mois, j'apprends à faire. Alors, on a fait les choses à l'envers. C'est que j'ai d'abord appris à faire les Suisses ou les pépitos, enfin les trucs comme ça, les pains au raisin, mais je faisais pas les pains au chocolat et les croissants. Parce qu'en fait, à l'époque, donc je te disais, le gars était en arrêt maladie, donc il avait fait appel à un extra qui faisait tous les croissants et tous les pains chocs. Il venait 3 fois par semaine, il faisait, je sais pas, peut-être, je dis n'importe quoi, 1000 croissants, 1000 pains chocs, et puis voilà, donc il continue à les faire. Et moi, j'étais là juste en support, donc moi je faisais tout le reste, et je faisais la brioche, et je faisais... le fonçage aussi. Le fonçage, c'est tout ce qui est les pâtes à tarte, les pâtes à quiche. Donc, je mettais la pâte, en fait, sur les moules et puis pour les pâtissiers, en fait. Ouais. En fait, on est au service souvent à la pâtisserie, en fait. Tout ce qui est à base de pâte, du coup, on leur fait. Toutes les bases. Voilà. Et au bout de 3 mois, du coup, ce Guillaume, qui faisait les croissants et pains chocs, part en Normandie faire autre chose, quoi. Et donc, je reprends l'intégralité du tour. Et je sais pas pourquoi, j'aime bien. Et du coup, je fais plein de trucs. Je fais donc les croissants, les pains au chocolat, je fais tous les Suisses et tout. Et je demande à Joël, ça te dérange pas si je te propose genre des trucs et tout le week-end, des viennoiseries du week-end et tout, sans connaître Utopie, qui était vraiment, je pense, l'un des précurseurs des viennoiseries du week-end, des trucs un peu spéciaux, quoi. Un peu créatifs, quoi. Ouais. Et il me dit, ok, bah ouais, si tu veux, quoi. Et je me rappelle la première fois que je fais des genre 20 pièces d'un nouveau truc, et j'avais mis genre 4 heures, quoi. C'était trop long, et puis j'avais tout un paquet de chutes.
Et là, il vient me voir, il fait Anthony, si c'est pour faire ça, laisse tomber, hein, parce que on va pas passer 4 heures à faire ça et puis jeter de la matière première et tout. Ouais. C'est pas très rentable. Non. Et du coup, je fais OK. Et en fait, je sais pas, les semaines ont suivi et puis j'ai commencé à faire une viennoiserie pour le week-end, 2, 3, 4. Et j'étais capable de faire genre 6 nouveautés pour un week-end, quoi. Tellement j'avais des idées en tête, quoi. Je te jure, j'avais fait Et en fait, j'ai appris tout sur Instagram, j'ai appris tout sur YouTube. Et t'as créé quoi? Tu te souviens de tes premières créations? J'ai fait les premiers Suisses avec le feuilletage au-dessus. J'ai fait je me rappelle plus, j'avais fait des trucs tout à fait classiques. Enfin, aujourd'hui classiques, tu vois, mais des roulés à la framboise, des trucs à la pistache, plein de trucs comme ça, quoi. Mais donc, quand tu travaillais pas à la boulangerie, tu regardais sur Insta, sur YouTube ouais, ça. Et puis, tu sais, je continue toujours à travailler, en fait. Il y a un aspect que j'ai pas beaucoup parlé, mais c'est l'aspect financier. C'est que moi, oui, parce que l'air de rien, quand tu fais une reconversion, quand tu recommences un poste, du coup, tu recommences souvent au SMIC, quoi. Et le SMIC, parfois, c'est pas suffisant. Donc, du coup, je cumulais plusieurs expériences. Donc, il y avait 2 fonctions, en fait, en cumulant plusieurs expériences. Tu apprends. Et tu gagnes de l'argent aussi à côté, même si tu gagnes pas beaucoup, mais si tu fais 70 heures dans la semaine, tu te dis, bon, voilà, au moins, je gagne un peu d'argent. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai gagné un peu plus. Donc, tu bossais chez d'autres boulangers aussi Dans d'autres boulangeries, pour d'autres personnes et tout. En tant que tourrier ou En tant que tourrier, ouais. Ok. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris pas mal le métier. C'est qu'en fait, sur Instagram, sur YouTube, d'autres entreprises. Et c'est comme ça que toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, en fait, c'est un cumul de toutes mes expériences, en fait. Et j'ai toujours gardé, comme j'ai pu faire chez Zara, c'est qu'en fait, tu as affaire à plein de managers, tu regardes sa manière de manager, tu regardes sa manière d'opérer les choses, et en fait, tu gardes les meilleurs éléments et tu fais ta propre expérience et tu crées tes propres compétences, en fait. Parfois même, tu les améliores. Et du coup, c'est comme ça que j'ai poussé la boulangerie à faire une vitrine, mais énorme de viennoiserie, quoi. Et est-ce que la clientèle était prête à ça? Elle était super chaude. C'était trop bien parce que du coup, les gens, Et en fait, je me rends compte qu'avec le temps, donc c'était il y a 4 ans maintenant, il y a des gens qui me suivent encore jusqu'à aujourd'hui, qui étaient là depuis le début, en fait. Qui me suivaient parce que, ils ont vu, alors qu'à l'époque, genre, j'avais Instagram, mais je postais des trucs à genre 3 likes, quoi. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré Aurore, j'ai rencontré des gens qui ont fait par ricochet, fait d'autres rencontres. Et du coup, les gens, ils venaient, mais genre, des 4 coins de l'Île-de-France pour juste essayer ce que je faisais, quoi. Et est-ce qu'ils venaient parce que c'était vachement créatif ou parce que c'était hyper bon ou pour les deux ou très bien fait? Hyper bon, je pense qu'ils ne savaient pas de toute manière, donc ils venaient parce que c'était hyper créatif. Et ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait, donc l'année suivante, j'ai fait les galettes chez eux. Et juste avant les galettes chez eux, en fait, comme je travaillais dans plusieurs boulangeries, j'avais travaillé chez Bohémie. Et j'avais travaillé aussi chez Tartelette. Et j'avais fait au total, sur cette session-là, on avait fait, sans compter pain d'artisan, donc là, dans lequel je travaillais, j'avais fait déjà presque, je crois, 12 000 galettes. Ah ouais. Donc j'ai appris à tourer la pâte feuilletée, j'ai appris à détailler, à décorer, à dorer, enfin tout ce que tu veux, tout ce qui a attrait à une galette, je l'ai fait beaucoup de fois, quoi. Et du coup, en fait, j'arrive à pain d'artisan qu'on commence à les faire avec un max d'expérience, quoi. Et je me rappelle, à l'époque, donc l'année d'avant, ils avaient vendu 1400 galettes. Cette année-là, avec des nouveautés, avec la rapidité aussi, et avec un peu de pub, parce que l'air de rien, du coup, les gens avec les réseaux sociaux, ils venaient, on avait passé à 2600 galettes. Ah et ouais. ça, c'était ouf, parce que du coup, on s'en prenait plein à la tronche. Il y avait des week-ends, on faisait 300, 400 galettes. Et j'avais fait des saveurs qui n'existaient nulle part ailleurs. On avait fait au pendant, on avait fait au durian. Mon patron, il me disait, mais attends, mais c'est quoi ça? Et ça pue et tout. Je lui ai fait, mais t'as ramené des durians dans la boulangerie? Ouais, parce que j'avais fait un sondage à l'époque sur Instagram. Je fais, mais qui est chaud? Et genre 50 réponses. Et je fais, mais alors dans ce cas-là, je fais un autre sondage. Je fais sur les 50 qui ont voté, qui serait prêt à commander vraiment? Ouais. Et du coup, en fait, j'ai pris les commandes sur Insta. Alors, autant dire que c'est un bordel, quoi. Incroyable. Et du coup, j'ai vendu 50. Est-ce que c'est surtout des Vietnamiens? Il y a eu beaucoup de ouais, parce que le durian... Et dis-toi qu'on était dans le 15e, au fin fond du 15e, donc les gens venaient de l'autre bout de Paris pour juste manger cette galette-là. C'est dingue. Et franchement, j'en garde un super souvenir. Et du coup, Joël était trop contente de t'avoir fait confiance et tout. C'est pas quelqu'un qui exprime sa joie. Ok. Peut-être différemment. Ouais, donc il m'avait filé genre 250 balles de prime. Ouais. Et en fait, je le vois sur mon compte que j'avais 250 € de plus sur mon salaire. Et je lui dis, je pense que ça fait une erreur.
Et il me dit, non, je t'ai dit, tout mérite travail salaire. Et donc, du coup, il m'a dit, et là, il m'a dit, là, franchement, t'as fait une super saison de galette, donc je pense que c'est genre mérité, quoi. Et franchement, ça m'a vachement touché parce que je me dis qu'il y a quand même des patrons qui sont vraiment sympas, quoi. Ouais, c'est clair, et sans que tu demandes quoi que ce soit. Non, j'ai jamais rien demandé. Hein. Franchement, moi, je lui dois tout. Parce qu'en fait, je lui ai rien demandé, mais en même temps, il m'a laissé faire. Et en fait, je me rappelle de cette période-là où je dois lui annoncer que je dois partir. Pourquoi tu devais partir ? Parce que du coup, j'ai un poste au Cheval Blanc et qu'il fallait que j'avance et qu'il fallait que je vois autre chose. Parce qu'en fait, bien que je sois bon dans ce que je fais, j'estime que je suis pas encore, j'ai encore plein de choses à apprendre. Oui, puis là, t'étais dans des boulangeries de quartier, ou des boulangeries un peu créatives. Mais... Et en fait, Aurore, elle me dit, Anthony, il y a Cheval Blanc qui recherche et tout. Donc Aurore, c'est une amie que j'ai rencontrée grâce au croissant. Et qui m'a J'adore, c'est une amie que j'ai rencontrée grâce au croissant. Ouais. Et en fait, elle m'a toujours poussé à celle qui m'avait suggéré le pendant. Ouais. Et par ricochet, du coup, c'est moi qui leur ai suggéré le durian. Et elle me dit, Cheval Blanc, il cherche un commis tourrier, quoi. Donc je postule en me disant, mais jamais de la vie, tu vois, je serais pris, quoi. Et elle m'a dit une phrase qu'elle me dit, mais Anthony, et je lui dis, mais j'ai bientôt 40 ans, mais qu'est-ce que j'allais foutre avec des jeunes de 18-19 ans, quoi. Elle me dit, Anthony, t'as 2 fois leur âge, mais t'as 2 fois leur énergie aussi, donc tu peux y aller, quoi. Et donc j'y vais, je passe les entretiens, je suis pris, c'est un truc de ouf. C'est dingue. Mais donc le Cheval Blanc, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3 étoiles. Quoi. Alors, le Cheval Blanc, donc, c'est un hôtel dans lequel il y a 3 restaurants, dont un 3 étoiles, mais qui est alimenté par une boulangerie donc, à l'intérieur qui fournit donc, les 3 restaurants, le petit déjeuner et tout. Et il faut savoir que les gens qui travaillent à la boulangerie et à la pâtisserie, ils sont tous gérés par un pâtissier incroyable qui s'appelle Maxime Frédéric, que j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu. Et voilà, enfin, tout file très droit. Et ce que je me rappelle de cette expérience, c'est que l'exceptionnel, ça doit être la normalité. Ah ouais. Donc, c'est l'expérience Palace. Quoi. C'est l'expérience Palace, c'est l'expérience vraiment de l'exceptionnel, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Et donc, du coup, pour faire comprendre ça, il fallait que je l'annonce du coup à mon patron, qui m'a vraiment tout donné. Et puis, du coup, ça m'arrache le cœur de me dire, mais putain, je dois partir. Et je me rappelle de cette scène où, à 6h30 du mat, je lui dis, écoute, je vais pas passer par 4 chemins, Joël, je dois te dire quelque chose. Il me dit, oh. Et en fait, on rangeait les sacs de farine, en fait, empilés. Et il avait son coup de poing. Quand je lui annonce, il tape dedans. Oh. Il dit, fais chier. Je me suis beaucoup attachée à Joël. Pendant cette discussion, ça me fait de la peine pour lui. Ouais, et j'ai vraiment de la peine pour lui, mais du coup, je lui dis, écoute, pour que tu comprennes ma décision et que tu... Mais je pense qu'il comprend très bien, en fait. Ouais, mais du coup, pour le faire encore plus comprendre, je fais, écoute, c'est quoi, demain matin, je t'emmène justement à cet endroit-là. Oh. Donc, je l'ai invité au petit déjeuner du Cheval Blanc. Donc, autant dire que c'était un truc de ouf. Et donc, c'est un petit déjeuner qui est exceptionnel. Donc, avec une vue sur Paris imprenable et tout. Et il me dit, ok, bon, je comprends. Ah. Et du coup, la semaine d'après, il a amené sa famille qui était venue le rendre visite et tout. Et je pense que c'était plus une fierté pour lui, du coup, que je parte là-bas. Bien sûr. Parce qu'il se dit, bon, voilà, j'ai pas fait de la merde, quoi. Je reste pas très longtemps à Cheval Blanc. Je m'attarde pas trop dessus parce que c'est une expérience qui m'a apporté beaucoup de techniquement, mais que du coup, me correspond pas en termes de humainement parlant, parce que je suis pas fait pour ça, quoi. Et comme j'avais fait preuve de beaucoup de liberté dans mon travail, là, Là, t'es pas très libre, quoi. Non, parce qu'on a, je sais pas, il y a des demi-chefs de parti, des chefs de parti, des chefs de trucs. Ouais. Autant dire que c'est impossible d'exprimer sa créativité, quoi. Enfin, c'est pas impossible, mais il y a d'autres choses à faire avant. Et l'entreprise doit passer avant, quoi. Donc, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Donc, j'en pars en bon terme, hein. J'ai mis fin à ma période d'essai. J'en ai pleuré. Pendant une semaine, je suis resté vraiment cloîtré chez moi parce que je me dis, est-ce que j'ai fait une connerie ? Ah ouais ? Parce que je me dis que c'est quand même une chance quand même de travailler pour un chef pâtissier aussi renommé. Et je me dis que peut-être que j'ai fait une connerie, quoi. Donc j'écris un post où j'explique tout ça. Oh. Parce que je sais, quand tu es sur Instagram, tu postes souvent des choses... moi, je postais je postais beaucoup de mes créations. Viennoiserie du week-end, viennoiserie de ceci. Puis je raconte un peu mes états d'âme et tout. Et je me rappelle de ce post où je dis, on raconte souvent nos succès, nos quotidiens et tout, faut aussi parler de nos échecs. Donc moi, je le prenais comme un échec. Hein. Et je me rends compte que je reçois, je sais pas, des centaines de messages où les gens me disent, mais Anthony, mais c'est pas du tout un échec, au contraire, ça t'a fait preuve juste de courage et de dire, c'est pas pour toi et tu passes à autre chose, quoi. C'est clair.
Et en fait, quand quand j'écris ça sur Instagram, j'ai 4 offres d'emploi, quoi. Mais non. Je te jure. Ah, Anthony, t'es dispo? Bah, vas-y, chaud, bah, viens et tout. Et donc, T'avais beaucoup de monde qui te suivait déjà à ce moment-là sur Instagram? Je sais pas, 1000 personnes, je crois. Enfin, 1000 followers, peut-être, un truc du style. Mais très engagé, quoi. Mais ultra engagé, ouais. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai la chance de pas avoir de haters. J'ai la chance que j'ai pas de commentaires. J'ai toujours des commentaires ultra bienveillants. J'ai jamais eu. La seule fois où j'ai dû débattre de quelque chose où ça m'a sorti de mes gonds, c'est parce que c'était un post qui était assez politique. Mais du coup, je le fais plus. Même si j'ai des convictions très arrêtées sur beaucoup de choses, de façon générale, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère pas le mettre en avant. Pour pas te prendre les haters, justement, ou des trucs. Ouais, ou même des gens... Enfin, même, je peux débattre avec des gens sur lesquels ils sont pas d'accord avec moi, il y a pas de problème, mais c'est juste que ça a pas lieu d'être là. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai une communauté qui est vachement engagée, en fait, l'air de rien, parce que du coup, quand je prends la parole, bah, du coup, c'est assez écouté, en fait, en vrai. Je pensais pas, mais carrément. Et du coup, bah, souvent, il y a des choses que je fais, et je me dis, ça me conforte dans l'idée que c'est la bonne décision parfois. Et ce poste-là, en fait, m'a fait vachement de bien. Donc j'ai accepté 2 postes à ce moment-là. Oui, parce que pourquoi en prendre un quand on peut en prendre 2 ouais. Donc j'ouvre la boulangerie Beaupin pour la partie viennoiserie. Et puis 2 mois après, je prends le poste de chef pâtissier à la Dacha. Mais entre-temps, parce que du coup, ça, c'était en avril. Ok. Et donc là, on est en avril 2023. 3. Ouais. Et Beaupin n'ouvre pas avant août. Et la Dacha n'ouvre pas avant, normalement, septembre. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un milliard de trucs qui sont passés. Donc, on n'ouvre pas avant décembre, quoi. Donc, pareil, il se passe avril, mai, juin, juillet. J'ai 4 mois à boucher, quoi. Et là, je me dis, tiens, bah, vas-y, tu sais quoi, on va mettre à profit tout ce temps-là pour apprendre encore des choses. Et je fais l'ouverture de Maslow en tant que pâtissier. Je travaille dans le labo de Pierre Hermé à Rungis. Ok. Je travaille chez qui d'autre? Chez Liberté aussi. Et je travaille à Roland-Garros en tant que pâtissier aussi. Génial. Et en fait, chacune des expériences en fait était juste une pierre de l'édifice que je suis en train de construire. J'ai compris qu'en fait, il fallait juste que je fasse confiance aux choses et que les choses en fait vont m'apporter et que finalement, bah, ça va m'aider en fait à faire ce que je vais faire à l'avenir. Je savais pas quoi, mais il fallait juste que je fasse confiance. Donc du coup, à Masso, bah, j'avais appris à travailler juste des cookies. C'est paraît bête, mais du coup, je savais faire des cookies. Chez Pierre Hermé, du coup, je suis tombé sur un chef tourier incroyable. Il m'a appris à détendre une pâte, il m'a appris à faire plein de choses. Il m'a appris à foncer très très vite aussi. Il faisait des concours. Il y avait un tableau, c'est sorte de Hall of Fame, celui qui était plus rapide. Chez Liberté, c'était vraiment la rapidité et l'efficacité. On faisait l'équivalent, je sais pas, si je calcule vite, je sais pas, 4000 croissants dans la journée, quoi, à 3. Donc on travaillait à 2 sur le même laminoir. Donc je savais travailler à 2 sur un laminoir sans perdre de temps. Ça, c'est incroyable. Je pensais être rapide à l'époque, mais là, quand je les ai vus bosser, je me suis dit, ouais, en fait, non. C'est dingue. Et en fait, j'ai appris très très vite en fait, comment justement être encore plus rapide. Et puis j'ai rencontré aussi Adèle, des commères. Je sais pas pourquoi. Les commères, du coup, c'est une boulangerie. C'est une boulangerie de quartier, et en fait, c'est une nana complètement barge, mais qui est je pense qu'elle est comme moi, en fait. Enfin, encore plus barge, parce qu'en fait, elle tient un restaurant, elle tient une boulangerie, et en même temps, donc elle bosse 24 heures par jour, pendant longtemps. Et quand je la rencontre, en fait, elle est au bout du sac. Et la première fois qu'on se rencontre, donc je suis avec Joël, parce qu'en fait, Joël habite à côté. Oh. Et je lui dis, tiens, je vais te montrer une boulangerie d'une nana complètement barge, et je la vois. Elle me reconnaît, moi, elle me connaît pas. Hein. Enfin, moi, je la connais pas, elle me connaît pas, mais elle m'avait déjà vu. Moi, tu savais qu'elle était barge? Ah ouais, bah, elle poste des trucs à la con sur Insta. Elle fait les mercredis reportages de des commères où il lui arrive toutes les merdes du monde, quoi. Genre, hier, elle a posté, elle s'est brûlé la cuisse. Ouais, ça s'appelle pas les commères pour rien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, carrément. Et du coup, et je la rencontre, elle me dit, Anto? Je fais ouais. Et je réponds bêtement, je lui fais Adèle? Ouais. Et je sais pas, il y a un truc qui se passe. Elle me dit, tu ferais pas du consulting par hasard? Je lui fais non. Elle me fait, bah, tu sais quoi, tu vas en faire. Elle est géniale. Elle me dit, si t'es chaud et tout, moi j'aurais trop que tu remettes des cas à mon labo. Et je fais, Joël, bah, je sais pas, tu peux te dire si je bosse bien ou pas. Et du coup, bah, il fallait qu'il valide pour qu'il me donne une certaine légitimité. Ouais, ça va, il bosse bien. Bah, tu sais, tu connais le personnage maintenant. C'est clair. Il me dit, ouais. Et en fait, il y a le tourrier qui sort et je lui pose une question. Et là, c'est là que je comprends qu'en fait, pourquoi elle était au bout. Et je lui fais, bah, tu commences à quelle heure le matin? Bah, je sais pas, 8h30, 9h. Et je lui fais, ouais, on est mal barré. Et puis on se regarde avec Joël, je lui dis, bon là, c'est chaud. Et en fait, je fais 3 semaines chez elle où je remets tout d'équerre.
elle me dit, oh, c'est trop bien et tout. Mais le tourrier, il reste, il continue à venir à 8h30, 9h. Bah non, du coup, je lui dis, genre, il faut venir à 6h du mat, et voilà, c'est réglé, quoi. Et en fait, du coup, et lui, il était vachement ouvert à la formation et tout. Donc, cool. Je les ai formés, je lui donnais un planning type et tout. Enfin, ça s'est super bien passé. Ouais, c'est dingue. Ouais, donc tout s'ouvre un peu à toi comme ça, naturellement. Ouais. Parce que Hermé, Liberté et tout, ça s'est fait aussi. Ça s'est fait comment? Alors, c'était par le biais d'une application qui recherche des extras, en fait. Ok. Ah oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que dans ce même temps, je prépare un Ironman. Toujours plus. Ouais. Du coup, cette année, je suis un peu fatigué, mais ouais, en 2023, en plus de tout ce travail-là, en fait, je m'entraîne pour courir dans la même journée, pour nager 4 bornes, pour pédaler 180 km et pour courir un marathon, donc 42 bornes. Et donc ça se passe en juin 2023. Et je bosse comme un taré parce que je bosse dans toutes les entreprises dont je te parle. Et il y en a une qui me fait vraiment me mettre sur les genoux, c'est Roland Garros, où on fait des journées genre 7h, 23h. Et en fait, j'avais accepté dans la mission parce que je me dis, putain, je vais à Roland Garros, c'est trop bien, je vais peut-être voir des matchs. J'ai vu aucun match. Ouais, tu m'étonnes. J'ai pas vu le jour une seule fois. T'as pas vu des joueurs Non, rien, parce que t'es dans le labo, quoi. Je suis en labo et je me dis, en fait, cette expérience était la plus déterminante de toutes parce que quand j'allais devenir chef pâtissier d'un restaurant, c'est là où j'ai appris, genre, et c'est dingue parce que je tombe sur l'un des meilleurs pâtissiers du monde, quoi. C'était le chef pâtissier exécutif de Yannick Aleno et d'Alain Ducasse. 10 ans avant. Ok. Donc le mec, c'est une pointure. Wow. Et en fait, tu le vois quand une panna cotta, c'est simple. Hein. Mais quand il l'a fait, c'est exceptionnel. Je me rappelle d'une anecdote où là, il m'a vraiment fermé la bouche. Mais genre, j'étais tellement vénère dans ma tête que je me dis, en fait, non, il a tout à fait raison. Donc en fait, c'était le dessert, c'était une pêche pochée. Ok. Donc il fallait la couper en deux et enlever le noyau. Ok, donc je la coupe en deux, j'enlève le noyau, je charcute un petit peu le noyau et tout. Et donc c'est pas très beau. Donc sur 10, il y en a 9 qui sont moches et une qui est belle. Il vient me voir au bout de la 50e, il me fait oh, c'est chaud et tout. Et là je me dis, je sens gros comme une maison, il va me montrer une, elle va être parfaite comme par hasard, et il va jamais tenir là. Enfin, il va me montrer, non, il me montre 100. Il t'a montré 100 100. Et là, en fait, dans ma tête, je me dis, mais en fait, c'est un bâtard. Parce que, en fait, il sait que je savais que j'allais penser ça. Ah, c'est dingue, hein. Et donc, en fait, il a fait des 100. Il me dit, écoute, voilà, je t'ai montré. Et je lui fais, mais tu sais que j'ai fait de mon mieux. Et il m'a dit, tu sais quoi, améliore ton mieux et on en reparlera. Mais il te donne, du coup, des astuces pour améliorer ton mieux? Bien sûr. Parce que, en fait, ce qu'il comprend, c'est que il sait que je comprends vite. Donc, il me le montre. Mais en fait, pour juste me montrer que c'est pas de hasard, et que sur les 100, il va avoir un taux de réussite à 100%. Et que moi, mon taux de réussite, il est à 10%. Donc, du coup, mon mieux était dégueulasse. Je le sais très bien, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je me dis, en fait, tu peux faire de ton mieux, mais que si ton mieux, parfois, c'est pas suffisant. Il faut juste regarder ce qui se passe ailleurs pour faire un peu mieux, en fait. Changer de référentiel. Voilà. Et je me rappelle que c'est là-bas que j'ai appris à faire des quenelles de glace. Des trucs tout bêtes, en fait, mis bout à bout. Dans 1 an, elle allait me servir. Ou dans 6 mois, tu vois. Mais tu le savais pas à ce moment-là, quoi. Je le savais parce que du coup, c'est pour ça que j'ai aussi accepté la mission. Mais je sais que ça allait m'apporter. Donc, il fallait vraiment que je sois ultra attentif. Mais ça ne m'arrangeait pas parce que du coup, j'ai un Ironman 2 semaines après et j'étais claqué. Et tu avais le temps de t'entraîner? En fait, ce que je dis souvent, c'est que j'ai 24 heures dans une journée. Oui, mais il y a le sommeil. Je dormais peu, je te l'accorde. Et du coup, je partais en courant au travail. Je m'arrangeais pour caler un entraînement de piscine pour pouvoir me prendre une douche entre les 2 tafs. Comme ça, j'étais propre pour le 2e travail. C'est dingue. Le dimanche, effectivement, ce jour où je travaillais pas, du coup, je partais à 7h du mat faire genre 7-8 heures de vélo. Je rentrais, je faisais un semi-marathon. Et non, c'est un vrai projet de vie, un Ironman. Hein, c'est genre. Mais je pense que tu as vraiment une bonne constitution. Hein. Tu n'as pas besoin de temps de repos, de aujourd'hui, reprendre de l'énergie. En fait, alors, à l'époque, je sais pas quand. Franchement, avec le recul, je me dis, mais comment je faisais ça? Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de dormir parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'être en forme pour le lendemain. Mais je pense que c'est comme je te disais au début, c'est qu'en fait, je me conditionne. En fait, je me conditionne dans le fait que j'ai pas le choix de le faire. J'ai choisi de payer 650 € pour participer à une course, sachant que j'ai acheté un vélo à 5000 balles. Je me dis, mais attends, mais il faut que je le fasse, quoi. Et en plus, il faut que je le réussisse, quoi. Donc, je me laisse pas le choix, en fait. Et quand j'ai pas le choix, et quand t'es dos au mur, je pense que quand on est dos au mur, on n'est jamais meilleur, quoi. Donc, on se pose pas la question. Voilà. Donc, je le fais, quoi. Et je reprends un peu le fil, donc... Et l'heure tourne. Bon, on va arriver vite à tout ça, quoi. Mais en vrai,
Donc j'ouvre Beaupain, ça se passe plutôt bien, mais voilà, encore une fois, c'est une expérience comme une autre, entre guillemets. Je leur apporte un peu ce qu'il y a à apporter, quoi. Et je fais la datcha. 1 an, où je fais tout ce que je peux pour lancer le restaurant dans ma partie. Donc la pâtisserie, la viennoiserie. Donc on est l'un des seuls restaurants à faire sa propre viennoiserie. Ah, et du coup, je lance assez rapidement le petit déjeuner du samedi autour de la viennoiserie. C'est là où je me rends compte que les gens ne connaissent pas le métier de tour, enfin de tourier, quoi. Et donc du coup, à chaque client qui vient prendre le petit déj, c'est moi qui le sers, c'est moi qui lui explique le truc. Pourquoi ce croissant est à 4 euros? Parce qu'à l'époque, je le vendais 4 euros. Ouais. Parce qu'il y a tel beurre, il y a tel ingrédient, telle farine, puis il y a tout le travail derrière. Ouais, tout le temps de travail, t'as 3 jours derrière. Ouais, alors 3 jours, c'est pas vraiment ça, mais t'as quand même un process qui est assez long quand même. Ensuite, on lance le brunch, où il y a la mini-viennoiserie qui cartonne. Il y a tous les desserts à l'assiette aussi. Au début, je me rappelle d'une conversation que j'ai attrapée au vol, où il disait, le client disait, ouais, le repas était incroyable, le dessert était pas ouf. Et là, je le prends personnellement, tu vois, parce que tu dis, je vais gâcher l'expérience du resto à cause du dessert. Je me rappelle, j'en ai parlé au chef, et le chef m'a dit quelque chose de très juste. Il m'a dit, si tu le fais avec amour, ce sera toujours bon. Et en fait, du coup, l'intention que tu te donnes va, de façon indirecte, impacter ce que tu fais, en fait. Ouais. Et en fait, c'est là où tout se débloque. C'est que du coup, je comprends certaines choses, je comprends comment composer les assiettes, je comprends certaines techniques, je comprends... ça débloque, en fait. Et là, c'est là où je me dis, ouais, effectivement, je reviens toujours à me dire, en fait, il faut laisser faire les choses. Et se faire confiance parfois, et du coup, ça vient tout seul, quoi. Et je fais ça pendant 1 an, où j'enchaîne les brunchs, les petits déj et tout. Et surtout, ce qui est génial, enfin moi, pour y avoir été, c'est qu'on te voit, en fait. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un élément qui est très important, je pense aussi. C'est qu'en fait, on est en cuisine ouverte. Et j'apprends aussi à travailler devant les gens. Donc, de façon générale, on travaille proprement, on est organisé et tout. Mais là où j'apprends vraiment le truc, c'est que quand j'ai les clients devant moi, c'est plaisant parce que je parle avec eux, j'interagis. Et comme j'ai un background qui est assez fort en termes de communication, finalement, c'est que j'arrive à juger si les gens veulent être tranquilles, s'ils veulent un peu de ma présence, et si on rigole ou pas. Je me rappelle deux personnes qui arrivent manger à 22h. Je me dis, 22h, c'est la mère et son fils. Ils arrivent en retard, 22h10. Et là, tu te dis, bon, je suis pas sorti avant minuit et demi, quoi. Et au final, on passe 2 heures, mais incroyable. Parce que du coup, on parle d'Ironman, on parle de tennis, on parle de tout et de rien. Je leur fais goûter la moitié de mes glaces. Je leur fais, et du coup, c'est un échange permanent, quoi. Et en fait, j'en ai fait même une story à la une, c'était Friends and Family à Decanter. Et du coup, c'était un plaisir pour moi de recevoir les gens au comptoir, parce que c'était vraiment des moments privilégiés, parce que l'air de rien, t'as la chance de faire quelque chose que les gens voient, dégustent, et du coup, tu vois leur réaction. Alors, c'est à double tranchant. Tu fais quelque chose de dégueu, mais c'est pas grave, au contraire. Tu vois, tu te prends, tu dis, mais pourquoi vous avez pas aimé et tout. Donc, du coup, t'améliores les choses. Et du coup, c'était vraiment quelque chose qui m'avait vraiment plu, quoi. Je me suis pris au jeu et j'ai vraiment aimé le service au comptoir. Ouais, et puis même, les gens ont pu apprendre à te connaître et à voir justement tout l'amour que tu mets dans ton travail. C'est ça. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal, en fait, à comprendre comment l'amour que tu portes à ton assiette pouvait avoir un impact sur la dégustation. Et je l'ai compris très tard, il y a 3 mois, quoi. Ouais, parce que quand j'ai goûté les pâtisseries de Shokimura, les 3 chocolats, je savais qu'il faisait toutes les tartelettes une par une. Enfin, je l'ai vu dresser ses bûches, je l'ai vu dresser sa tartelette éole, c'est vanille pécan. Ah ouais. C'est toute la délicatesse de la pâtisserie, de la haute pâtisserie, quoi. Et c'est là que tu comprends que si le mec n'est pas délicat et qu'il n'aime pas ce qu'il fait, c'est impossible de monter ce genre de tarte. C'est impossible. Et c'est là que tu comprends que tu te dis, ok, c'est ça en fait. Ouais. Et c'est là où je l'ai compris. Et donc ça dure 1 an. Et c'est là où je t'ai rencontré. Pour de vrai, parce que au détour d'un dîner organisé par Marion Sebel, que je suis depuis très longtemps. Enfin, elle me suit depuis très longtemps, parce que pour l'histoire, donc elle me suit depuis Pain d'Artisan, donc la boulangerie de Joël. Ah. Elle me dit, genre sur Instagram, j'avais sorti, je t'avais dit, j'ai sorti la galette au pendant, la galette au durian, galette pistache, je sais plus ce que j'avais sorti. Elle me dit, ouais, ce serait cool que tu sortes une galette cacahuète. Et je me dis, la casse-couille, quoi.
putain, tu sors genre 20 galettes différentes, t'auras toujours quelqu'un qui va te dire... Jamais content. Ouais, voilà. Et je la fais. Genre, je commande de la pâte à cacahuètes. Et ça cartonne, non? Parce que c'est non, trop mais bon. genre, j'en ai fait 8, tu vois. Ah ouais. Truc, ça m'a coûté plus cher à faire qu'à vendre, tu vois. Ouais. En vrai, parce que quand tu fais une petite quantité, bon, t'es pas ultra gagnant, quoi. Mais tu le fais. Mais je le fais, tu vois, parce que je serais kiffant de te dire, bah vas-y, je le fais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, quoi. Ouais. Et pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Donc elle l'a acheté et tout. Puis on est du pote sur Instagram. Ah, quoi. mais je savais pas que c'était passé comme ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, quoi. Parce que Marion, du coup, elle a créé le club dessin. Tout à fait. Moi, je fais partie du club dessin aussi. Ouais. Et on faisait un dîner ce soir-là. C'était le dîner de Noël. C'était le dîner de Noël, donc à la Dacha. Ouais. C'était le 18 décembre. Et du coup, on se rencontre. Mais à ce moment-là, tu vois, je me dis, bon, ok, je fais toujours confiance au destin. Je me dis, tiens, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Et je sais pas, peut-être une ou 2 semaines après, même pas une semaine après, je crois qu'on se voit. Ouais. Et j'évoque le 4 jours après, je crois. Je crois que j'évoque le fait de vouloir faire autre chose encore un petit peu, mais tout en restant un peu dans le monde de la restauration, quoi. Et en fait, parce qu'on a plusieurs fois, quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est que je me sens redevable en fait à plein de gens, à tout ce que je fais aujourd'hui, de façon indirecte. C'est-à-dire que j'ai posé plein de questions à des gens sur Instagram qui me répondaient gentiment. J'ai Joël, tu vois, par exemple, typiquement, qui m'a tout appris. Du coup, des gens qui me demandent en fait à savoir comment je faisais les croissants, comment je faisais ceci ou cela, je leur disais, c'est simple, t'as qu'à venir à 4h du mat à la boulangerie et je te montrerai. Donc je testais en fait la vraie motivation des gens. Il y en a qui sont venus. Ils sont venus à 4h du mat, ils ont traversé tout Paris à pied la nuit pour pouvoir... Ah oui, c'est vrai, il n'y a même pas de métro en plus. Non, à 4h du mat, il n'y a pas de métro. Il y a eu Constance de On Partage Tout qui était venue à 6h du mat. Donc il y a plein de gens, même des gens qui n'étaient pas connus, juste des gens lambda qui m'envoyaient un message tout gentiment et tout. Et je me dis, je dois pas être mauvais quand même dans ce que je faisais, quoi. Et de la manière dont je le faisais, c'est surtout parce que tu peux montrer et être pas du tout pédagogique, quoi. Et j'avais posté une fois, pour rigoler, une story où je leur faisais, si vous êtes chaud pour faire un atelier suivi d'un petit déjeuner et tout. Et je crois que c'était assez insolent, genre j'avais reçu 200 réponses, et c'était 100% oui, quoi. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose peut-être qui peut se faire. Et du coup, ça s'est mal fini avec la Dacha. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, quoi. Et du coup, ça a accéléré un peu le process. Et du coup, tu as été témoin de ça, de façon assez directe en plus. Ouais, carrément. Et j'avais exposé, en fait, j'ai connu une pâtisserie, c'est un salon de thé qui fait des formations, qui a un côté salon de thé et un laboratoire magnifique pour accueillir des ateliers, qui est à Baymans, à Montreuil. Et donc, on se rencontre là-bas pour justement parler de tout et de rien. Et on a parlé pendant 5 heures, je crois. Ouais, le jour de Noël. Le jour de Noël. Il fallait que tu ailles chercher ta bûche. C'est ça, c'était le 24 décembre, ouais. Et j'évoque l'idée de leur faire leur viennoiserie. Et qu'en échange de ça, est-ce que je peux voir si je peux faire des ateliers, quoi. C'était assez grossier comme dessin, mais ça avait l'air de charmer beaucoup, en tout cas, Amel, s'appelle la fondatrice de la pâtisserie. Mais ce que tu dis pas, en fait, là-dedans, c'est marrant, parce que tu dis que ça paraît grossier et tout. Tu as quand même une grande communauté qui te suit. Ouais. Ton travail est reconnu. Tu n'avais pas eu un prix, d'ailleurs, au Trophée Food Pâtisserie? Alors, je ne l'ai pas eu, mais j'étais nommé, effectivement, pour c'est très rigolo, parce que j'étais nommé pour la création boulangère de l'année pour le magazine Food Pâtisserie, dans lequel il y avait donc Maxime Frédéric pour le chausson aux pommes qu'il avait fait pour l'ouverture de sa boulangerie. Et là, je me dis, c'est quand même assez incroyable. Quand même. C'est clair. Non, mais donc, pour le dire peut-être vulgairement, tu es une pointure, en fait. Et c'est génial. Je pense que j'ai de la chance, c'est que les gens peut-être le voient. C'est pas que de la chance, c'est beaucoup de travail. Oui, il y a beaucoup de travail. On vient de le voir. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont tout aussi bons dans ce qu'ils font, mais qui ne le mettent pas forcément en lumière. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai rencontré des gens comme Aurore, comme Peppa, qui mettent en lumière en fait mon travail en fait à des moments bien précis de ma vie. Ouais. Mais justement, Aurore, par exemple, pour la connaître, elle va chercher tout ce qu'il y a de meilleur. Ouais. Des croissants, elle en a goûté. Elle en a goûté beaucoup. Et elle va chercher le meilleur croissant et tout ça. Si elle dit que ton croissant est le meilleur, moi, je sais que je la crois les yeux fermés, surtout que maintenant, je suis intolérante au gluten, donc je peux même plus, même si je l'ai quand même goûté. Mais en fait, quand tu dis il y a sûrement des gens très bons, mais qui se mettent pas en lumière, oui, mais tu fais quand même partie des meilleurs. En lumière ou pas en lumière. Oui, alors, moi, ce que j'aime dire, en tout cas, et je le pense sincèrement, je sais pas si je fais partie des meilleurs, mais en tout cas, je fais mon mieux
de ce que je peux faire aujourd'hui. Avec les moyens que j'ai. Ouais, et ton mieux a changé de référentiel et ton mieux. Ouais, alors, le mieux, effectivement, et c'est pour ça que le coup de la pêche est très important dans ma vie. C'est qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, tu peux faire de ton mieux, mais ton mieux, en fait, va perpétuellement changer, en fait. Il ne peut que s'accroître si tu veux que tu veux une amélioration dans ce que tu fais. Et du coup, j'ai toujours travaillé comme ça. Et je suis toujours dans cette optique-là parce que je me dis que tant que j'ai l'envie, tant que j'ai la capacité de le faire, je le fais, quoi. Ouais. Et au final, on parle de quelque chose qui était là le 24 décembre. Le 29, j'apprends que finalement, on met fin à ma mission, ou je sais pas comment ça se fait. Bref, j'ai pas envie d'en parler, quoi, mais c'est vrai que c'était un peu triste. À la Dacha. 2 heures, même pas, allez, un quart d'heure après. C'est ça qui est incroyable, c'est que ma pote Adèle, qui tient donc la boulangerie des Commères, elle m'appelle en furie, elle me dit, on pleure, pas en furie, on pleure. Elle me dit, Anto, putain, je suis dans la merde, il y a mon tournier qui m'a laissé tomber et tout, il en a ramené pour 15 jours, j'ai pas de galettes, genre j'ai 50 galettes, je vais jamais tenir pour l'épiphanie et tout. Je fais, tu sais quoi, t'as une chatte de dingue parce que là, maintenant, là, j'ai genre 35 heures qui viennent de s'ouvrir là, maintenant. Et on se retrouve à faire genre, je sais pas, peut-être, je sais même plus combien on a fait de galettes, bref. On a refait tout, mais genre en 10 jours, on a refait toute la prod de viennoiserie, sachant qu'elle carbure, hein, elle marche super bien. Oh là là. Dans le même temps, je travaillais, oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en même temps que la Dacha, en fait, je travaillais aussi pour Rouler Boulet. Une boulangerie une boulangerie de quartier dans le 3e, que j'adore parce que c'est Sandra et Max, c'est un couple qui tient cette boulangerie. C'est des gens qui adorent leur travail et qui mènent bien leur barque, quoi, tout simplement. Donc moi, je suis content de les aider, en fait, à ce que leur barque fonctionne bien, quoi. Et donc voilà. Et je leur fais leurs galettes. Pareil, les galettes, pareil, c'était un carton encore pour cette année-là. Où le pendant, vraiment, là, aujourd'hui, est vraiment reconnu comme une saveur importante. J'avais fait une émission en plus dessus avec Très Très Bon TV pour parler du pendant. Ouais. Et j'en parle beaucoup parce que c'est une saveur c'est une saveur asiatique. Hein, mais c'est tellement bon. Est-ce qu'on peut en cultiver en France ? Je pense qu'il fait pas assez chaud, je crois. Ah. Il me semble que c'est une plante exotique. Donc après, sous serre, peut-être, je sais pas. Ouais, mais du coup, ça donne une couleur un peu verte aux pâtisseries. Ouais. Et un goût, moi je dis toujours entre la vanille, la coco. C'est un goût assez doux, en fait. La première personne à qui je l'ai fait goûter, elle m'a dit, j'ai l'impression d'être dans une foire Foire du Trône, quoi. Ah. C'est un goût très enfantin. Parce que Foire du Trône, c'est presque trop sucré, alors que c'est ça dépend. C'est plus doux. C'est plus doux, mais c'est un côté forain, quoi. C'est très réconfortant. C'est très réconfortant. Et donc voilà, je continue toujours à travailler à Rouler Boulet pour leur faire leur viennoiserie. Mais du coup, je développe chez Bellman toute leur viennoiserie, parce que quand je regardais leur vitrine, je retrouvais leur pâtisserie très belle, leur snack incroyable. Et par contre, leur viennoiserie était vraiment pas ouf, quoi. Donc je leur refais toute leur gamme. Donc là, ils sont super contents. Mais ce qui me portait le plus à cœur, c'était de monter ce projet-là d'atelier, que tu as vu monter quasiment en direct, parce que tu as eu la chance en plus de voir naître le projet de A à Z. Et d'y assister. Je construis en fait ce projet-là autour de la transmission, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je fais goûter, je fais manger, je fais essayer, et je fais mettre la main à la pâte aux gens, pour justement leur montrer que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Parce que je vois qu'il y a plein de gens qui disent « je déteste faire la pâte et tout ». Alors oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué quand même. En tout cas, quand c'est la première fois. Ouais, quand c'est la première fois, c'est compliqué, mais en vrai, le vrai objectif, c'est juste de passer du bon temps ensemble. En fait. Ouais, et de comprendre, en fait, quel est le travail derrière et comment c'est fait. Ça. Donc en fait, tout ce que j'ai fait les 4 dernières années se résume en fait en une journée. Quand je fais cet atelier-là, j'ai appris à faire des croissants, j'ai appris à faire de la pâte feuilletée. J'ai appris à faire déguster aussi les choses. C'est-à-dire que le petit déjeuner d'accueil, c'est pas un petit déjeuner d'accueil, c'est vraiment un vrai petit déjeuner où on échange, on goûte un croissant, on goûte un pain au chocolat, on goûte différentes choses. Et le midi arrive, on fait des desserts à l'assiette, tous ensemble. Donc pareil, ça c'est un élément de mon expérience. Ouais, et puis ça nous permet de tester notre créativité. C'est ça, ouais. Du coup, les personnes qui assistent à ce genre d'atelier, en fait, ils sont tout le temps sollicités. Du coup, ça les coupe un petit peu de leur quotidien. Complètement. Et en fait, depuis que j'ai fait la première... Parce que pareil, quand j'ai fait l'atelier test où tu étais, c'était pour le tester en grandeur nature, pour voir si tout le contenu que je faisais était suffisant ou trop lourd.
Finalement, l'ossature était bonne. Il y avait 2-3 trucs à améliorer. Le timing était parfait. Pour un atelier test, c'est dingue. C'était assez dingue. Et du coup, justement, vous étiez les invités pour savoir si ça se passait bien, mais c'est surtout de savoir en fait si ça vous plaisait et s'il y avait des choses à améliorer. Et du coup, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là. C'est que j'ai appris très tôt, quand j'ai mis le pied dans le métier, à écouter en fait ce qui se passe, que ce soit des choses positives. Donc j'entends vraiment tout ce qu'on me dit. Je suis très content aussi parce que l'ego, il en prend quand même. Ça fait du bien. Ouais. Mais c'est voilà, on le reçoit, on l'enregistre, on passe à autre chose. Ouais. Et en fait, ce qui est le plus important, en fait, ce sont les critiques. Ça peut ne pas être bon, ça peut ne pas correspondre, on peut ne pas aimer. Il suffit juste de savoir pourquoi, si on peut améliorer. Et en fait, quand j'ai appris à encaisser ça, parce que l'air de rien, qu'on s'en prend en plein la tronche, c'est pas agréable. Tu t'en es pris beaucoup ? Oui. Au début, ouais. Quand Aurore me dit que mon croissant était dégueulasse... Surtout qu'elle peut être cash. Ouais. Donc, mais je me suis pas arrêté à ça. Ouais. En fait, j'avais une quête secrète de me dire, OK, elle l'a trouvé pas bon, elle le trouvera un jour très bon. En n'ayant jamais cette prétention, en disant que ce sera le meilleur. Ouais. En disant juste à un moment donné, peut-être qu'il sera bon, quoi. Et quelle que soit la chose que j'entreprends, quoi. C'est que je fais de mon mieux. Je veux pas être le meilleur, c'est impossible d'être le meilleur, parce qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur que soi. Mais par contre, on peut effectivement être meilleur que soi-même à un instant T, quoi. Et du coup, cette journée-là, en fait, elle a servi justement à savoir si ça plaît et si ça me plaît à moi aussi. Parce que la finalité, c'est ça, c'est à savoir si moi, la direction que je donne à ma carrière, elle est bonne ou pas. Ouais. Et je me suis aperçu qu'effectivement, j'ai besoin de produire, j'ai besoin de créer. Et j'ai aussi besoin de sortir un peu de mon confort parce que là où je rejoins Joël, c'est effectivement un travail qui est très répétitif. Aujourd'hui, oui, je suis capable de faire 1000 croissants par jour. Est-ce que ça me plairait de faire ça tous les jours ? Je pense pas. Enfin, je pense plus. Même si c'est très reposant, même si c'est très beau, même si tout ce qu'on veut. Mais j'ai besoin aussi de quelque chose qui me sorte de mon quotidien et qui me permette aussi d'être épanoui, quoi. Et c'est là où j'ai appris ce terme-là, en fait, avec Aurore, et qui je connaissais pas, c'est Ikigai. C'est de réunir, en fait, les 4 dimensions, en fait, de la vie. C'est de savoir si c'est utile, savoir si ça m'apporte de l'argent, et savoir si ça me plaît. Et je sais plus c'est quoi la 4e dimension. Et si t'as les compétences. Et si j'ai les compétences pour. Et en fait, effectivement, quand je regarde avec ce que j'ai pu faire, et où j'en suis aujourd'hui, c'est que je suis heureux en plus de le faire. Donc, je pense que ça se sent, ça se voit. Ouais. Et la fierté que je peux en tirer, c'est que je me dis, j'ai commencé vraiment de zéro. C'est qu'on compare souvent des sportifs de haut niveau où il y en a un qui est plus talentueux que d'autres, mais il y en a forcément un qui va travailler plus que l'autre. Et la qualité que moi j'ai toujours travaillé, c'est la force de travail que je pouvais émettre. C'est clair. Hein. Et je pense que ça, c'est mon seul talent. Il y a certainement d'autres talents que je n'exprime pas ou que je n'aime pas entendre. Mais le seul dont je suis sûr, c'est celle du travail. C'est celui que tu maîtrises, quoi. C'est celui que je maîtrise et celui où je peux garantir les choses. Ce que je dis à chaque entretien, quand moi je dois mettre mon travail en avant, c'est que la seule garantie que je donne, c'est que c'est la force de travail que je peux fournir. Après le reste, ça vient plus ou moins tout seul. Ouais. En général, quand tu maîtrises ce que tu fais et que tu es capable de faire, ça part tout seul, quoi. Mais c'est vrai que l'intention de vouloir bien faire les choses, c'est la chose la plus importante. Après, tu as les compétences, évidemment, le bagage technique, et c'est ça qui fait que j'arrive à plus ou moins maîtriser ce que je fais. Même si, au quotidien, 2 fois ça l'a fait déjà, je veux sortir les meilleurs croissants possibles le jour J, le plus important, 2 fois ça rate. Donc la fois où t'es arrivé, et puis la fois aussi quand la 2e atelier. Alors je sais pas si c'est un hasard ou si vraiment je suis nerveux et que donc du coup je rate une étape. Je pense que même la température du corps est pas la même et tout. Enfin quand tu dis l'humidité, tout ça. Je pense que c'est un peu lié. Je pense. Je me dis. C'est une matière vivante. Quoi. C'est une matière vivante. Ouais. C'est pour ça que je dis jamais. Tu verras en fait dans mon champ lexical, je dis jamais maîtriser dans ce que je fais. Je parle jamais de masterclass parce que j'ai aucune comment dire, prétention en tout cas à le faire parce que c'est quelque chose de très très dur. Donc ce que je dis souvent, c'est d'apprivoiser en fait les choses. C'est d'apprendre en fait à ne serait-ce que de la dompter un petit peu. Et au final, c'est juste avoir la chance de se dire, ok, tu provoques la chance pour que ça sorte bien, mais du coup, tu mets tout en place quand même pour que
faut que ça se fasse, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est ça qui est pas facile, en fait. C'est d'avoir tout le temps les planètes alignées. Mais tout le travail en amont. Pour cet atelier, par exemple, j'ai travaillé énormément sur le timing, j'ai travaillé énormément sur le contenu, j'ai travaillé énormément sur comment vont s'enchaîner les items. Et c'est vrai que du coup, il y a eu très peu de place au hasard, au final. Et ma fenêtre, en fait, c'est de réduire le hasard, en fait, pour éviter qu'il y ait des imprévus. Mais c'est aussi ça, mon travail, c'est de savoir s'il y a des imprévus, qu'est-ce que je fais. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui fait que l'expérience va être sympa. C'est que là, aujourd'hui, je vais être mon 3e et mon 4e qui est déjà complet. Donc, du coup, je me dis, OK, ça se passe bien. Mais qu'est-ce qui peut ne pas se passer bien sur lequel je dois rebondir assez vite. Ouais. C'est ça, en fait. Il y a des paramètres. Du coup, s'il y a 8 participants, il y a 8 facteurs qui vont être changeants. Donc, voilà, c'est ça, en fait, comment rendre l'expérience sympa pour tout le monde, quoi qu'il arrive. C'est génial. Hein. Et je suis très fière de la manière dont tu as nommé l'atelier, mais ça venait vraiment du cœur. En fait, en sortant de l'atelier, c'était vraiment une journée assez exceptionnelle où plus tout le monde était adorable et tout le partage qu'il y a eu et toutes les viennoiseries qu'on a sorties, tout était génial. Et vraiment, je me suis retrouvée dans le métro et je voulais te remercier. Et là, je me suis dit, en fait, ça m'est venu tout seul, je dis, ça m'a mis du beurre au cœur. À la manière du ça met du baume au cœur. Ouais. Mais là, c'est vraiment, parce que là, on est dans le beurre, on est dans le tourrier, le machin. Et c'est toi. En fait, c'est vraiment ce que tu fais. Ouais, tu nous mets du beurre au cœur. En tout cas, quand je l'ai lu, ce message, tu vois, j'ai répondu, mais genre peut-être 2 secondes après. Et je me dis, en fait, c'est ça, en fait. Oui. Et je me rappelle que, je crois que c'est la 2e fois qu'on se voyait, on se disait, mais il y a un truc qu'il faut qu'on travaille, c'était genre, il fallait trouver un nom. Ouais. Et en fait, on s'était dit, ça va être rigolo de trouver un nom. Et en fait, c'était... Et pareil, la même réflexion, je me dis, si on s'était posé la question, ça va venir tout seul. Et tu vois, et ça n'a pas manqué, tu vois, c'est arrivé tout seul, en fait, et c'était apparu comme une évidence. Et donc, effectivement, c'est maintenant, aujourd'hui, le nom de l'atelier, parce que c'est pas qu'un atelier, c'est un bon moment d'échange entre les gens, parce que là, le dernier, j'avais un chef, genre ultra reconnu et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui apprendre? Et en fait, non, c'est pas qu'est-ce que je vais lui apprendre. Mais oui, on apprend toujours. On apprend toujours, et c'est lui du partage. C'est ça, et c'est ça, en fait. C'est juste que les gens doivent... je me dis, on se laisse aller un petit peu et on se fait confiance aux uns aux autres. Donc là, si les personnes font la démarche de venir, mais bien sûr, c'est qu'ils ont envie justement qu'on les emporte un petit peu. Ouais, et c'est ce qui se passe. Hein. Et donc voilà. Est-ce que j'ai le temps de te poser 3 petites questions encore? Bien sûr, avec plaisir. Est-ce que tu regrettes des choses que tu as faites ou pas faites dans tout ce parcours? Professionnellement parlant? Ouais. Non, aucune. Aucune, parce que je pense qu'avec le temps, quand tu fais les choses et que ça ne va pas dans ton sens, ou que c'est un refus, ou que ça ne se passe pas comme tu le souhaites, c'est que ça doit être comme ça. La seule chose importante, c'est de savoir ce que tu en fais derrière. Exactement. Et si tu dois rebondir derrière, ou si tu acceptes la situation et que tu passes à autre chose. Mais il ne faut jamais, en fait, se dire que putain, je regrette. Non, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, toutes les expériences que j'ai pu faire, alors, on m'a demandé, en fait, une liste de toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé pour justement le mettre dans un poste. Et du coup, dans le poste, en fait, ça a été accéléré tellement c'était long, parce que j'ai fait, je crois, 25 entreprises. Ah ouais? Ouais, c'est assez hallucinant. Aucune, je la regrette. Parce qu'en fait, elles ont tout à un moment donné, elles m'ont tout apporté à proportion plus ou moins égale. Hein. Oui, parfois plus, le Cheval Blanc m'a apporté plus que la petite boulangerie de quartier que j'ai fait pendant 2 semaines. Mais chacun est une pierre à l'édifice. Mais chacun, en fait, a été important d'une manière ou d'une autre. Parce que du coup, c'est ce qui fait que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Quoi. Ok. Voilà. Le podcast s'appelle Les gens qui font. Ouais. Et par les gens qui font, j'entends ceux qui écoutent leur cœur, qui passent à l'action malgré les peurs. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un justement qui est un peu coincé par sa peur, mais qui sent qu'il a envie de passer à l'action? Ok. Il y a 2 choses auxquelles il faut qu'elle réponde. C'est de savoir si financièrement elle peut tenir ou pas. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut payer le loyer, il faut payer à manger, il faut payer... C'est une réalité. C'est une vraie réalité. Et c'est souvent la peur financière qui tenaille. Voilà. Auquel cas, si on n'a pas peur de ça, donc en fait, ça dépend si on a un crédit immobilier ou pas, si on n'a pas... si on a des créances énormes, auquel cas, c'est quand même... Je comprends cette peur. Et la deuxième, c'est de savoir qu'est-ce qu'on risque
si on le fait pas. Il se passe rien en fait si on le fait pas. Donc, du coup, on peut y aller et on se donne le meilleur de soi-même pour pas avoir de regrets. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu les deux auxquels je pouvais répondre. J'ai pas de... Alors oui, c'était dur financièrement, on n'est plus parti en vacances, on n'est plus sorti au resto, on n'est plus sorti au bar, on n'a rien fait de tout ça. Mais sur le temps que j'avais, pour pouvoir apprendre ce que je faisais, du coup, je travaillais à côté. S'il fallait que je travaille au McDo, j'aurais travaillé au McDo, j'en avais rien à faire. Pour la petite anecdote, quand je suis revenu, en fait, quand j'avais quitté Zara pour ouvrir un magasin de pâtes, et quand je suis revenu pour passer des entretiens, c'est tout le temps que je perdais où je gagnais pas d'argent, en fait. Du coup, qu'est-ce que je faisais pendant que je passais les entretiens? Je travaillais pour une bonne intérim pour lequel je faisais travailler des intérimaires pour les soldes chez Zara. Du coup, j'étais intérimaire pour Zara. Et tu postulais. Et je travaillais, en fait, dans un magasin Zara en tant qu'intérimaire vendeur, genre je ramassais les poubelles, quoi, presque. Et du coup, le directeur général était là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Anthony? Alors que j'étais quand même un des cadres de la boîte, quoi. Et je fais, je passe des entretiens, du coup, j'ai du temps à tuer, quoi. Et comme je peux pas prendre de poste. Donc, en fait, il y a toujours, en fait, un moyen, en fait, de s'y retrouver. Il faut juste, en fait, se donner les moyens. Après, je sais qu'il y a plein d'éléments. Il y a le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir des impératifs et tout. Je sais que c'est dur. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir que tout s'est bien goupillé et... Ouais, non, il faut se lancer parce que la vie est courte de toute manière. Enfin, il n'y a pas de limite. Et en fait, je me rappelle d'un entretien que j'avais passé justement quand j'ai eu mon poste de directeur commercial. L'entretien a duré, vraiment 30 secondes. Ah ouais. Et le chef de la chaîne m'a dit, Anthony, je sens que tu as du cœur et je sens que tu as les jambes. Ça suffit en fait. Ouais, c'est vrai. Si tu as le cœur et que tu as la santé, en fait, tu peux y aller. Et en fait, qu'est-ce que tu risques au pire si tu te rates? Si tu étais bon à un moment donné dans ta vie, dans un autre truc, t'y vas, quoi. Et tu retournes et tu le fais. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Tu trouveras un taf. Ou tout tu ça. trouveras un taf. Et puis, si vraiment il faut que tu manges, tu mangeras moins. Et puis. Mais tu trouveras une solution. Tu trouveras une solution, quoi. Mais je pense que c'est trop important. Le travail prend tellement de temps dans notre vie qu'il faut, en tout cas pour ma part, qu'il faut que ça me plaise, quoi. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui reste dans son coin et qui va ruminer, quoi. Dernière question. Ouais. Dis-moi. Qu'est-ce que tu dirais au petit Anto qui a 10 ans s'il était à côté de toi, là? Sois fort. Parce que la vie, elle est dure. La vie est vraiment dure. Parce que... Je suis désolé, parce que du coup, je vais te faire en fait toute la... Ouais, ça provoque souvent ça, je suis désolée. Ouais, non, c'est pas grave. Mais il faut être fort. Parce que on va vivre des décès. On va vivre la perte de nos parents. On va vivre la naissance de nos enfants. On va vivre des choses incroyables. Mais il faut être fort. Parce qu'il n'y a aucun... Enfin, la vie est impitoyable. Genre là, je peux sortir et je peux mourir, quoi. Et je laisse sur le carreau mon enfant, je laisse sur le carreau ma femme. Mais ça ne changera pas le fait que je sois mort. Il faut qu'eux soient forts. Et c'est ça ce que j'apprends en fait aux gens, c'est que... Enfin, aux gens que j'aime en tout cas, c'est qu'il faut surmonter tout ça en fait. Et en faisant tout ce retracé, c'est que j'ai vécu quand même pas mal de choses. J'ai la chance de le vivre. C'était pas facile, hein. Mais j'ai grave kiffé, quoi. Et t'as été fort. Et j'étais fort. Mais il fallait être fort. Merci Anto. Non, je te remercie. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.